Donc, bienvenue, merci d'être présent ce matin. Je voulais d'abord excuser notre directeur général, Nicolas Bocquet, qui n'a pas pu être parmi nous ce matin et qui aurait aimé être là. Je suis donc Brigitte Guigou, je vais animer, modérer cette matinée. On est ensemble jusqu'à 10h30. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, on est là ce matin dans ce petit déjeuner décideurs-chercheurs pour parler d'un sujet qui est un sujet important, celui des élus à la transition. Et on a intitulé ça « Élus en charge de la transition, mission impossible ». En fait, notre objectif, c'est d'essayer de mieux comprendre en quoi consiste cette fonction d'élu en charge des transitions. C'est une fonction qui existe dans un certain nombre de communes, pas toutes, mais où il y a une personne qui a été nommée pour assumer cette lourde fonction transversale qui consiste à coordonner l'ensemble des parties prenantes, des acteurs, alors à la fois à l'intérieur de la commune, c'est-à-dire travailler avec les services, travailler avec les autres élus, l'exécutif municipal, mais aussi les élus d'opposition, et puis faire atterrir finalement le projet municipal sur l'enjeu de la transition dont on sait l'urgence et l'importance aujourd'hui. Donc c'est aussi dans la tâche de cet élu, c'est aussi de travailler évidemment avec l'extérieur, de s'appuyer sur les ressources du territoire et puis de mobiliser l'ensemble, là pour le coup, des parties prenantes élargies, que ce soit les citoyens, la société civile, les entreprises, les autres territoires. Voilà, donc une tâche vaste, une tâche lourde pour un enjeu transversal, pour un enjeu complexe. Et donc la question qu'on va se poser, c'est tout simplement en quoi ça consiste, cette fonction, et comment on fait, et comment on peut, quels sont les obstacles, quelles sont les difficultés, quels sont les leviers, et comment on peut essayer de faire de manière plus fluide, plus pertinente, plus rapide, plus efficace. Par exemple, comment concilier urgence et temps long, comment gérer la transversalité, comment construire des coalitions. Alors, pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir Manon Loisel. Manon Loisel est consultante en politique territoriale. Et donc, Manon, on va se tutoyer, hein, parce que tu interviens dans de nombreux territoires et tu es aussi enseignante à Sciences Po et tu coordonnes un des cycles qui s'appelle Territoire et Mobilité de l'IEDAT. Et tu fais partie donc d'une structure partie prenante. Et Delphine Persson, qui, comme je le disais, va nous rejoindre parce qu'elle est coincée dans les embouteillages. Delphine Persson est deuxième adjointe au maire de Palaiseau. Elle est à la fois en charge de la culture et coordinatrice de la transition écologique, donc dans cette ville de l'Essonne de 33 000 habitants. Alors, on va croiser, comme d'habitude, deux points de vue. Un point de vue, on appelle ça de chercheur, un point de vue plus analytique, celui de Manon, qui va contextualiser, et puis un point de vue d'acteur engagé, celui de Delphine Persson, qui va donc nous proposer son témoignage, qui va s'appuyer sur sa pratique et qui va nous proposer un retour d'expérience. Mais elle ne va pas seulement s'appuyer sur sa pratique, elle va aussi s'appuyer sur un groupe de pairs qui a été coordonné et mis en place justement par Manon Loisel dans le cadre d'une expérimentation. Alors, dans le cadre d'un programme, on va y revenir, des formations. Et donc, cette expérimentation partait d'une hypothèse. L'hypothèse, c'est que les élus doivent se parler plus et que finalement, ils peuvent être acteurs de leur formation ou de leur auto-formation à condition de leur proposer un cadre et de leur donner un cadre qui leur permette d'échanger. Et ça a été l'objectif de cette expérimentation de groupe de pairs qui s'inspire des groupes d'entraide mutuelle, qui a fonctionné. Il y a eu 3 ou 4 séances, enfin vous allez nous raconter. Et Delphine Persson a été un peu le point d'entrée côté élu. Donc vous allez vous appuyer, elle va s'appuyer sur cette expérience d'une dizaine d'élus qui ont travaillé ensemble sur ce sujet. Alors, ça s'inscrit, comme je le disais, dans un programme qui s'appelle des formations. Alors, des formations, c'est un programme qui a pour objectif de renouveler, de revisiter et de proposer des pistes pour former les élus à la transition. Alors, le contexte institutionnel, en 2 mots, c'est une action d'un programme régional qui s'appelle « Construire au futur, habiter le futur »,
qui est portée par la région Île-de-France, qui a été elle-même lauréate d'un programme national Territoire d'innovation et de grande ambition, dit TIGA pour son petit nom, qui est financé par la Banque des Territoires dans le cadre du PIA. Donc c'est quand même un programme qui pèse 360 millions d'euros. Il y a plus de 100 partenaires. Et donc notre action des formations est une des multiples actions de ce programme. L'objectif, donc, comme je le disais, c'est de construire une nouvelle offre de formation pour les élus du périurbain et du rural francilien d'abord, mais on a un peu élargi en cours de programme, en charge des transitions. Et ça a été un programme coporté par une équipe avec une association de regard. Alors, la 27e région, bon, voilà, la période de fin d'année est un peu bousculée, donc ils sont pas là, mais on a beaucoup travaillé avec eux. Et toutes les productions ont été dans de la coproduction. Donc la 27e région, l'agence partie prenante, Manon Loisel et Nicolas Rio, et puis une agence de design qui s'appelle Pratico-Pratique. Et côté institut, toute une équipe, Anne-Claire Davy, qui est ici, Lucille Mététal, Nicolas Laruelle, mais aussi Eliénor Heil-Selimanovski, mais aussi Claire Wex, enfin voilà, de nombreux collègues. Marie-Laure, je t'en prie, viens. Installe-toi, voilà, qui ont été impliqués dans cette étude. Alors, en 2 mots, dans cette étude qui est plutôt une recherche-action. En 2 mots, c'était un programme de 2 ans. Là, on est dans la clôture. On a eu 6 mois d'enquête collaborative. On a eu 1 an de conception et conduite d'expérimentation, dont les groupes de pairs. Et puis, 6 mois de documentation, de capitalisation, de livrables. Et vous en avez 2. Qui sont là-bas je vois qu'il en manque un. En tout cas, tout est sur notre site web et puis je pourrais en redescendre ou vous en envoyer si vous le souhaitez. Voilà, Anne-Claire, donc on s'est réparti les choses. Anne-Claire, tu vas présenter, nous en dire un peu plus sur ce fameux programme des formations. Non, mais allez-y, prenez, c'est fait pour. Je vais présenter en tout cas la partie enquête collaborative, donc je veux bien... Rappeler un peu quelles questions on s'était posées avant de se lancer dans ce programme. On avait un constat initial, on est parti d'un étonnement qui était le paradoxe entre la complexité à laquelle étaient confrontés les élus locaux, et en particulier ceux en charge des transitions, et le fait qu'ils recouraient assez peu à l'offre de formation. Donc en effet, on voit bien que la charge de l'élu local est soumise de plus en plus à des injonctions contradictoires. L'élu aux transitions en particulier, entre les urgences des transformations écologiques, sociales, démocratiques, le fait que l'échelon local s'est vu doté de compétences accrues, alors qu'en face, il y a une certaine dévitalisation des services déconcentrés, donc avec une certaine solitude parfois de l'élu devant la complexité des sujets qu'il doit traiter. Donc voilà, en effet, la montée en complexité, l'imbrication croissante à la fois des enjeux, puisqu'on voit bien que dès qu'on parle de transition, on est sur une transversalité, un regard systémique à porter, et puis des échelles, puisque là aussi, quand on réfléchit aux enjeux climatiques, ok, on est à l'échelle d'un élu local, mais il est obligé de travailler avec de multiples partenaires. Et en même temps, un recul des structures partisanes, de l'appui qu'il peut trouver auprès des partis, auprès d'un certain nombre par le passé, il y avait quand même un soutien un peu plus organisé à la montée en compétences. Et donc ça, il y a aussi de plus en plus d'élus qui sont sans étiquette ou qui ne s'appuient pas forcément sur ces ressources. Et en même temps, une société civile qui a des attentes de plus en plus exprimées, qui, elle, s'organise, qui est capable de proposer des contre-projets, qui n'est pas tout à fait passive sur ces sujets. Et donc, on voit le sentiment d'impuissance ou d'isolement dans lequel peut se trouver l'élu local. Et pourtant, quand on observe les budgets alloués à la formation et la manière dont ils sont consommés, on voit bien que souvent les budgets votés sont inférieurs à ce que permettrait la loi. Et même quand ils sont votés, les crédits de formation sont assez peu utilisés par les élus. Donc ça, c'est le paradoxe sur lequel on est parti quand on s'est lancé dans ce programme. Et donc, au moment où on a décidé d'aller demander aux élus d'essayer de comprendre avec une enquête auprès d'eux ce qui faisait ce paradoxe. Alors on a fait le choix d'une enquête design usager. Donc là on a été vraiment aidé par justement la 27e et Pratico-Pratique qui ont l'habitude de ces méthodes. Et donc on s'est dit plutôt que d'aller faire une énième enquête où on va aller leur demander qu'est-ce que c'est la formation idéale, qu'est-ce qu'il faudrait, de quel sujet, où finalement on aurait peut-être trouvé la formation idéale mais pas la formation réaliste par rapport à leur pratique quotidienne. On est allé interroger une trentaine d'élus de l'Essonne avec la complicité et le soutien de l'ALEC Ouest Essonne.
Et on leur a fait des propositions très tranchées. On est allé leur proposer une offre de formation fictive en présentant des grandes promesses. Soit vous avez promis la Lune, c'est le moment d'être plus précis. Donc là, on s'adresse à un exécutif qui a mené une campagne, qui arrive au moment de bâtir un plan d'action avec à la fois des éléments techniques, mais surtout une question d'exécutif, de mobilisation de l'équipe. Ou au contraire, vous avez dit être prêt, c'est le moment d'y aller. On leur a proposé un format plutôt de démonstrateur, donc on prend les techniciens, on prend tous les acteurs du territoire, on cherche un projet et on regarde comment le mettre en œuvre. Et ensuite, on se dit que ce qu'on apprendra dans ce premier projet servira la suite des autres opérations. Ou au contraire, vous avez promis d'ouvrir les possibles, c'est le moment de prendre de la hauteur, plutôt des visites inspirantes, tout ce qu'on appelle la bonne pratique. Je vais aller visiter le territoire du voisin, je vais aller faire un tour aux Pays-Bas, voir comment ils font pour lutter contre les risques d'inondation. Donc on leur a vraiment fait des propositions qui étaient tranchées à la fois en termes d'objectifs, en termes de format, en termes de public. Est-ce qu'on travaille entre élus? Est-ce qu'on travaille dans un exécutif? Est-ce qu'on travaille avec d'autres territoires au sein de son territoire? Et donc, cette proposition qui leur était faite nous a permis d'arriver dans une enquête qui était tout de suite placée sur leur pratique quotidienne, qui était tout de suite dans la réalité de ce qu'ils vivaient, et a été très riche en enseignement. Enseignement qu'on va résumer assez rapidement ici. Mais la conclusion un peu générale de cette enquête, c'est qu'en fait, c'est pas un métier élu et qu'ils ont moins besoin d'être formés d'une certaine manière que d'être mis en situation, d'être capables d'encapacitation pour dépasser un sentiment d'impuissance. Et du coup, on a travaillé avec eux cette question de pourquoi un manque de recours à la formation et pourtant une offre foisonnante. Donc ce qu'on peut dire, c'est que l'offre a quand même, on peut le dire, s'est assainie. Les structures d'offres à destination des élus se sont assainies. L'offre s'est développée, elle est de qualité. Et pourtant, elle reste décalée des besoins spécifiques des élus de plusieurs manières. La première chose, c'est que souvent, les formations, c'est un droit individuel. On propose à l'élu de se former seul, de faire sa démarche, son parcours, alors que souvent, ils témoignent d'un besoin de faire équipe. Donc il y a la question de peut-être penser des formats plus collectifs qui s'adressent à des exécutifs autant qu'à l'individu. Le deuxième moment de décalage, c'est que souvent ce sont des formations techniques à laquelle ils peuvent être, dont ils peuvent être curieux parce qu'ils ont l'impression que la compétence va asseoir leur légitimité. Et pour autant, en réalité, on voit bien que ça pose la question du rôle de l'élu. Est-ce qu'il doit devenir un super technicien ou est-ce qu'au contraire, il faut l'aider à garder sa capacité à fixer des orientations, à renforcer son rôle politique, à proposer des visions, des récits. Et donc ça, c'est pas tout à fait les mêmes formations que celles qu'on trouve. Troisième axe, des formations sur catalogue. Donc il y a effectivement, comme dans le monde professionnel, vous avez des chapitres, des catalogues. Voilà, vous pouvez former à tel domaine, l'énergie, la démocratie, les techniques de participation, peu importe. Et en réalité, ils ont dans l'enquête, on voit qu'ils avaient plutôt un besoin de sur-mesure et de contextualisation, puisque par exemple, si on a des formations à la sobriété énergétique, c'est pas du tout la même chose selon le tissu économique du territoire, selon son tissu associatif, selon sa dynamique démographique, son inscription morphologique. Enfin, donc ils ont besoin de formations qui sont beaucoup plus contextualisées que des formations, et donc un peu besoin de sur-mesure, des formations sur mesure. Quatrième leçon de cette enquête, c'est qu'il y a beaucoup de présentations d'experts dont ils peuvent avoir un certain goût, mais finalement, elles correspondent pas. Il y a une sorte de méfiance vis-à-vis des formations hors sol, des formations théoriques qui ne prendraient pas en compte la difficulté de la pratique d'élus. Et donc, ils sont plutôt partants pour des partages d'expériences entre pairs et un besoin de mise en pratique et une demande de retour d'investissement immédiat, parce qu'un mandat, c'est court. Et donc, il ne s'agit pas de se former au long terme pour comprendre les choses. Il faut vraiment avoir un retour assez rapide sur sa pratique. Et bien sûr, la dernière conclusion, c'est du temps. Ils en ont peu. Et donc, souvent, si le temps pour se former peut s'inscrire ou s'intégrer au temps de l'action, c'est mieux parce que ils ont tous souvent un deuxième métier. Ils ont le temps des réunions, ils ont le temps de la vie partisane. Enfin, vraiment, il faut que ça s'inscrive dans des formats courts ou vraiment intégrés à leur pratique. Et là, je cite une phrase d'un article de Nicolas Rio. Les élus ne sont pas des super-héros, mais des maillons décisifs de la mise en mouvement des territoires. Et du coup, c'est vraiment la leçon, c'est de pas forcément être le super technicien, le super leader, mais en même temps d'être capable d'être l'animateur de tout cet écosystème. Et donc, je passe à la parole à Brigitte qui va expliquer comment on a essayé de tester ces hypothèses et ces constats dans des expérimentations.
Merci Anne-Claire. Je n'ai pas précisé, Anne-Claire est sociologue urbaniste au département Habitat et Société. Peut-être juste vous dire que si on a fait tout ça, nous, Institut, c'est aussi parce que finalement, on était confronté à une difficulté, c'est qu'on est organisme de formation, on propose des formations et on avait lancé un catalogue de formations élues et en fait ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché et on s'est dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça marche pas, enfin ou ça n'a pas marché, ça a mal marché disons, et voilà, et donc ça s'ancre, cette réflexion et cette étude vient de là. Alors ensuite on a expérimenté, on a fait 12 expérimentations, je ne vais pas toutes les lister, mais simplement vous retenir ça a été quoi les principaux enseignements de ces 12 expérimentations. Il y a 4 enseignements principaux. Le premier, c'est que, bon, ça tout le monde l'a en tête, il faut faciliter l'accès à la formation des élus. Il y a évidemment la question du temps, il y a la question de l'accès à l'info, mais peut-être quelque chose de moins connu, c'est l'idée que la capacité à construire son propre parcours de formation, à s'auto-former, est une compétence stratégique qui est tout à fait importante aujourd'hui dans un univers qui va très vite, où il y a beaucoup d'infos, et que finalement, elle est très peu travaillée, elle est très peu outillée. Alors, par rapport à ça, on a expérimenter un outil léger d'autodiagnostic. Et bon, voilà, on a mis quelques petites illustrations. Outil léger d'autodiagnostic qu'on a fait avec un complice. C'est la méthode 27e qui s'appelle Ulysse Blot. Voilà, que certains connaissent manifestement dans la salle. Alors, tout ça, vous trouverez tout sur le blog. Vous avez l'adresse du blog à la fin. Deuxième enjeu important, enseignement, se former pour transformer sa posture d'élu. Transformer sa posture d'élu, ça veut dire, Anne-Claire en a parlé, Manon y reviendra, ça veut dire que l'élu ne peut pas être un super technicien, même si évidemment il faut qu'il ait un minimum de billes techniques, mais que ce qui le caractérise, c'est sa fonction politique, sa capacité d'orientation, sa capacité à faire du lien. Et donc, enjeu très concret, comment je travaille avec mes services en interne et comment je prends du recul et de la distance. Et donc, pour travailler sur cette transformation de la posture d'élu, construire son rôle politique, on a expérimenté, on a fait plusieurs, mais là j'en ai mis 2, ce qu'on a appelé un café inspirant. Donc là, vous avez une photo. C'est Lucille qui a coordonné ce café avec Stéphane Vincent. C'était en Essonne et l'idée, c'était de réunir élus et services le matin en 1 heure autour d'un petit café. On pourra y revenir plus en détail sur les enjeux d'urbanisme transitoire. Et puis, on a aussi expérimenté dans 2 situations différentes les élus enquêteurs. C'est mettre les élus en situation d'enquête. Alors, sur la méthanisation dans un cas, sur l'implication citoyenne, toujours avec des complices. Et dans les 2 cas, ça a été très intéressant. Les modalités concrètes étaient très diverses. Ce n'était pas du tout les mêmes. Alors, quand on dit enquête, en fait, c'est faire un entretien. Ce n'est pas une enquête avec 25 entretiens. Mais ce que ça a produit, c'est du décentrement, de l'écoute, de l'inspiration et aussi une capacité à passer à l'action, parce que finalement, quand on est en posture d'enquête, on n'écoute pas, on n'est pas simplement passif à écouter, mais on construit. 3e enjeu, 3e enseignement, mieux travailler avec ses pairs et faire système. Zut, ça va revenir. Je crois que c'est derrière. Non, voilà. Mieux travailler avec ses pairs. Alors, souvent, les élus se sentent isolés face à l'ampleur de la tâche et ils sont quand même à l'intérieur d'un territoire. Donc, comment ils peuvent s'appuyer sur les ressources de leur territoire ? Comment ils peuvent aussi mobiliser les citoyens, mobiliser l'ensemble des personnes qui sont sur le territoire et qui sont ou des groupes ou des assos ou des entreprises et qui ont souvent de la bonne volonté. Donc, on a testé le groupe de pairs, Manon va en parler. On a testé avec la Comcom de Cluny une non-conférence des élus aux transitions. Donc, vous avez une photo, c'était intéressant. L'idée, c'est on arrive, on propose un cadre et puis il y a un thème. Là, en l'occurrence, c'était la gestion de la forêt. Et ce sont les élus qui font l'ordre du jour, ce sont les élus qui s'organisent. En fait, il y avait quand même aussi les services qui étaient là. Et on produit ensemble quelque chose et c'était aussi intéressant. Et vous avez donc tous les retours d'expérience sur le blog. Et puis, on a testé avec l'ARB, Agence Régionale Biodive, un speed dating élu association. Vous avez la photo en bas, c'était dans le 77.
je crois que c'était à Jouy, oui c'est ça, Jouy-sur-Morin. Et l'idée, c'était un groupe d'une dizaine d'élus d'une interco qui avaient le sentiment que finalement, ils n'avaient pas de ressources, pas d'ingénierie territoriale. Et on a organisé un speed dating avec des associations locales. Il y avait le CAUE, il y avait une association de protection des insectes, il y avait 77 environnements. Et il y avait le PNR et on a proposé un cadre, c'est toujours la même chose, un dispositif pour qu'ils élaborent un projet sur une place de village et qu'ils viennent discuter avec les assos qui ont joué un peu un rôle de consultant. Voilà, tout ça, ça fonctionne bien. C'était intéressant. Et dernier enseignement, appuyer les formateurs et l'écosystème de formation. Alors, il y a des productions de livrables, c'est un enjeu tout à fait important. On a poser une première pierre. Là, clairement, on n'a pas expérimenté alors qu'on le souhaitait, parce qu'il n'y a pas eu d'opportunité. Mais voilà, ce matin, on contribue aussi un petit peu à ça. Et puis, je voulais dire aussi qu'à l'Institut, il n'y a pas que des formations. Je citais l'ARB. Il y a beaucoup de dispositifs, ou plusieurs, de programmes. Il y a aussi l'AREC, l'Agence régionale énergie-climat, qui a produit un guide à destination des élus. Voilà, donc on a des démarches à destination des élus pour les accompagner. Et cet objectif d'appuyer les formateurs et l'écosystème de formation, on continue à y travailler. Ça reste un enjeu fort actuellement. Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour, si ce n'est juste vous montrer. Bon, décidément. Voilà, là, le guide, le blog du projet, vous trouverez tout ça. Il va y avoir un podcast. On va faire une petite vidéo avec Manon et Delphine tout à l'heure. Et donc, il y aura aussi, vous serez réceptionnaire de tout ça après. Manon, on va rentrer dans le sujet. Donc, et Delphine va nous rejoindre. Finalement, la question, elle est très simple. C'est élu en transition. C'est vraiment une mission impossible ? La question est facile à poser, pas si facile que ça d'y répondre. Mais en tout cas, merci beaucoup de me la poser. Je suis ravie d'être là ce matin. Malgré la fraîcheur et l'heure très matinale. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Du coup, j'ai prévu de répondre en 3 points. On se refait pas à cette question. La première, d'abord, c'est une attention à la question du contexte. Mission élue à la transition écologique, mission impossible. Il me semble que c'est pas mal d'essayer de faire un pas de côté pour essayer de regarder le contexte actuel et la façon dont peut-être les choses se compliquent un peu encore davantage que ce qu'on s'est dit là. C'est-à-dire que avec effectivement mon collègue Nicolas Riot, on a commencé à réfléchir à cette question du rôle et de la fonction des élus en 2019, donc juste avant les élections de 2020. Avec, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais une série de tribunes et d'articles qui parlaient du fait qu'il y avait de moins en moins de candidats aux élections municipales. Il y a eu un moment de creux. Bon, en fait, au final, ça arrive quasiment à toutes les séquences électorales, ce moment où on a peur que plus personne ne veuille y aller. Mais donc, il y avait eu pas mal d'articles à ce moment-là pour dire et si plus personne n'avait envie d'être élu local, quoi. Et donc, nous, on avait animé, dans le cadre d'un rapport qu'on a écrit pour la Fondation Jean Jaurès, on avait animé une série d'ateliers qui s'appelait « De quels élus locaux avons-nous besoin ?» Le but étant de se dire, plutôt que de se focaliser sur la question du qui, de qui a-t-on besoin dans chacune des communes et pour qui va-t-on voter, reposons-nous collectivement la question du quoi. Qu'est-ce qu'on attend d'un élu local ? Et qu'est-ce qu'on n'en attend pas, avec un constat qui était que la fiche de poste des élus locaux est vraiment beaucoup trop chargée. Et donc ce côté élu local, mission impossible, où les élus ne sont pas des super-héros, c'est effectivement un article qu'on a écrit pour la Gazette des communes. C'était cette idée de dire il faut qu'on fasse le tri entre toutes les représentations et notamment les fonctions un peu intangible et immuable qu'on attend de l'élu local avec un grand E et un grand L. Et puis, ce qui bouge, c'est-à-dire une société de plus en plus mobile, dans laquelle la commune fait sens, mais bien évidemment n'est pas l'unique horizon de projection et de pratique des habitants au quotidien. Dans laquelle, 2019, on est en plein milieu des Gilets jaunes et on a quand même un mouvement social très fort qui dit nous ne voulons plus de porte-parole, nous voulons parler à la première personne, nous-mêmes, sur les ronds-points, et donc on ne se réfère pas à une figure représentative à qui on aurait donné un mandat, donc c'est quand même un sacré tournant.
Et puis évidemment la montée en puissance des intercommunalités qui fait que quand même être élu local à l'échelle municipale en ayant de moins en moins de leviers d'action et de marge de manœuvre, ça pose tout un tas de questions. Donc ça c'était en 2019 et déjà à ce moment-là on se disait quand même c'est compliqué quoi. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé ? On est au mois de décembre et on grelotte tous, mais en fait, on est quand même tous et toutes sans doute assez marqués et sidérés, en tout cas c'est mon cas, par l'été qu'on vient de passer, et qui cet été est une sorte de catalyseur du fait que cette mission impossible, elle se passe maintenant en période de crise, quoi. Concrètement, cet été, on a quand même eu, avec les canicules, les épisodes de canicule à la fois plus longs et plus fréquents, des incendies dans des endroits qu'on n'imaginait même pas. Je pense à la Bretagne notamment, mais des maires qui se sont retrouvés à gérer des feux de forêt en plein milieu de Brocéliande ou du centre Bretagne. C'est aussi la gestion de la sécheresse. Alors je sais pas si ça vous a fait ça, mais moi la lecture quotidienne des journaux cet été, c'était quasiment que des témoignages d'élus qui, dans les Alpes-Maritimes, se retrouvaient à mettre en place des quotas, qui, dans des territoires souvent pensés comme étant plutôt riches et abondants en eau, par exemple autour de Grenoble, le Voironnais, le Grésivaudan, se sont mis à faire intervenir la police de l'eau, non plus pour donner des avertissements, mais bien pour donner des amendes. C'est aussi tout ce qu'on a pu voir émerger autour des golfs, des piscines. Vous vous souvenez, ces militants qui sont allés boucher des trous de golf ou mettre des produits, des colorants dans des piscines pour un peu lutter contre des usages jugés illégitimes de l'eau en période de tension sur la ressource. Bref, et puis l'été s'arrêtant, la pluie revient, mais on pense aux méga-bassines du côté de la Sèvre niortaise, on pense au scandale du Grand Bornand sur toute cette neige qui a été importée ou fabriquée artificiellement parce qu'il n'y a pas eu assez de précipitations. Bref, les élus locaux à la transition écologique sont, eux comme nous, en période de crise et donc amenés à être transformés par ça. Et puis, évidemment, on pense à la crise énergétique et à la crise budgétaire qui sont très enchâssées en ce moment pour les collectivités. Et donc, nous, partout où on travaille en ce moment, en fait, il y a des réunions de crise en urgence pour savoir est-ce qu'on ferme la piscine, est-ce qu'on ferme le musée. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé à Strasbourg, où il y a eu une grande décision comme ça de fermer les musées sur des tranches horaires quotidiennes pour faire des économies. De gérer évidemment les futures coupures d'électricité probables. Bref, ça complique encore un peu la tâche, cette histoire. C'est-à-dire que l'accélération des dérèglements climatiques rend cette mission d'élus à la transition écologique encore plus compliquée. Peut-être 2 enseignements sur ce changement de contexte. Un, c'est l'impression que quand même le futur nous prend de vitesse. C'est-à-dire que quand on sort d'une expérience comme cette expérience déformation dans laquelle on réfléchit à la formation des élus pendant 1 an et demi, 2 ans, on se dit mais est-ce qu'on n'est pas pris de vitesse là sur ce qu'on entend par transition écologique quoi ? Est-ce que d'une certaine façon l'enjeu c'est pas davantage d'outiller nos élus pour s'adapter au dérèglement et à leur accélération ? Donc il y a quand même une impression comme ça d'être un peu pris de vitesse, avec l'idée que la crise actuelle n'est qu'un échantillon de la crise écologique auquel on va faire face collectivement. Et donc ça accentue le sentiment d'impuissance dont vous avez parlé toutes les deux, parce que d'une certaine façon, on a l'impression que chaque petit pas qu'on fait n'est que minuscule par rapport à l'ampleur des dérèglements qui s'accélèrent. Donc ça pose un peu la question de si on avance à petits pas alors que le dérèglement s'accélère, est-ce qu'on n'est pas en train de reculer tout simplement ? Ça donne un peu le vertige, quoi. Et puis la deuxième chose que ça implique, ce changement de contexte, c'est une mise en difficulté des élus à la transition écologique, parce que tous ces dérèglements sont vus comme des crises, et donc qui dit crise dit cellule de crise, et donc bien souvent le sujet leur échappe. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on voit par exemple en ce moment sur la gestion de crise énergétique, c'est que le sujet est pris en charge par les maires, par les présidents d'interco, éventuellement par les élus aux finances. On rentre vraiment par la question des coupures budgétaires et puis de la gestion vraiment de la PPI. Mais d'une certaine façon, les élus à la transition sont un peu mis de côté dans cette période-là. Donc c'est
Delphine réagira là-dessus. L'avantage, c'est que je lui ai envoyé mes petites notes juste avant, donc même si elle est pas là, elle sait déjà ce que je vais raconter. Donc j'aimerais bien qu'elle réagisse là-dessus, sur effectivement cette idée que dans la cellule de crise, l'élu à la transition, non seulement il peut plus prendre son bâton de pèlerin parce qu'il est mis sur le banc de touche, quoi, on va dire. Pardon. Le deuxième point que je voulais aborder, au-delà de cette histoire de contexte, c'est justement, est-ce que du coup, les élus à la transition écologique vont être les premières victimes de ce burn-out des élus dont on a parlé. Et là, l'idée, c'est de déplier un peu effectivement les injonctions contradictoires auxquelles ils sont soumis, en essayant de les regarder à l'aune de ce nouveau contexte, quoi. Vous l'avez dit toutes les deux, la première injonction contradictoire auquel tous les élus locaux sont soumis, mais sans doute plus les élus à la transition, c'est cette histoire de rapport au temps. Faire des démonstrations à très court terme, tout en se projetant sans cesse, notamment par les exercices de planification, à 2030, à 2040, à 2050. Est-ce que aujourd'hui, effectivement, cette gestion de la crise écologique et notamment ce rapport à l'urgence, j'ai entendu il y a pas très longtemps dans une collectivité hors Île-de-France que le nouveau mantra des élus, c'était de dire c'est plus le moment de réfléchir. Parce que justement, la gestion de l'urgence fait que potentiellement on peut considérer que c'est le moment d'agir. Vous savez, c'est ce fameux un mandat pour agir. Les élus qui ont été élus en 2020 ont beaucoup cette idée en tête, les plus convaincus d'entre eux par les enjeux écologiques, mais pas que, cette histoire de un mandat pour agir. Au moment où Anne Hidalgo a été élue, il me semble que notamment les militants de certains collectifs type Alternativa, etc., étaient venus les attendre après le premier conseil municipal avec des écharpes de la même forme que leur écharpe d'élus, mais avec écrit un mandat pour agir. Donc il y a vraiment ce truc qui du coup rend compliqué la projection à court, moyen et long terme, puisque l'urgence est sans cesse sur le devant de la scène. Et donc la difficulté que connaissent tous les élus sur comment on fait pour se projeter au-delà d'un mandat, dans un contexte où en fait on est sans cesse, en fait au bout de 2 ans et demi, on nous dit déjà vous êtes à mi-mandat, projetez-vous sur les prochaines élections, quoi. C'est quelque chose qui revient beaucoup. Bonjour Delphine, bienvenue. Je te laisse le temps de souffler. T'inquiète pas, tu as tous les éléments en tête, donc tu vas pouvoir rebondir largement. Et bravo d'avoir bravé les embouteillages. Ça aussi, c'est un peu mission impossible pour le coup. Donc, vous voyez, cette idée que, avec le contexte, le grand retour de l'urgence fait que ça accroît davantage cette difficulté, on va dire, d'articulation des temporalités. Au moment de la crise Covid, je me souviens, on avait fait une série d'entretiens avec pas mal d'élus locaux pour savoir comment la crise Covid était vécue. Et un des élus qui était en poste dans le Pays Basque m'avait dit, pour moi, la gestion de crise, c'est l'articulation des 6 jours, 6 semaines, 6 mois et 6 ans, quoi. Bon, en fait, c'est pas si facile et on le voit encore plus en ce moment. Deuxième injonction contradictoire, c'est cette question des coalitions à construire. Est-ce qu'il faut d'abord, quand on est élu à la transition écologique, se focaliser sur le fait de convaincre et d'aller mobiliser les gens dehors, donc les citoyens, les associations, les collectifs, etc. Ou est-ce qu'au contraire, l'enjeu, c'est pas d'abord de mobiliser, et on y reviendra sans doute, l'intérieur de la boutique, à savoir les agents dans toute leur transversalité, mais aussi les autres élus. Être élu à la transition écologique, il y a un petit côté un peu d'accord, mais qu'est-ce que tu fais en fait au final, on va voir un peu si c'est ce que tu vis, Delphine, mais il y a vraiment cette idée de se dire c'est pas uniquement convaincre l'opposition, c'est aussi convaincre sa majorité et essayer d'embarquer un maximum. Et franchement, ça c'est pas si facile, avec un questionnement sur faut-il mieux privilégier le bras de fer ou la main tendue, quoi. Comment on fait pour justement créer ces coalitions? Est-ce qu'on essaye de s'incruster partout où on peut? Est-ce qu'au contraire on essaye d'imposer une sorte de rapport de force? Ça c'est une question un peu complexe. Troisième injonction contradictoire, c'est ce rapport au consensus. Dans le groupe de pairs dans lequel on a été mobilisés toutes les deux, est revenue beaucoup cette idée de dire est-ce que dans un contexte où le sujet même de la transition écologique devient de plus en plus conflictuel, et notamment à l'échelle locale, on le voit avec les zones à faible émission, les ZFE,
On le voit sur tout un tas de sujets. J'ai parlé des méga-bassines tout à l'heure, mais on pourrait parler aussi de choses plus communales, quoi. La gestion de l'éclairage public. On stoppe l'éclairage public la nuit pour faire des économies d'énergie. En fait, on se prend des volets de bois vert. La même chose avec le zéro phyto, avec les cantines végétariennes ou avec des grands projets comme les méthaniseurs. Ça fait partie d'une des expérimentations du projet Déformation, d'aller essayer de regarder dans quelles conditions est-ce qu'un projet de méthanisation serait acceptable pour la population locale. Et donc cette conflictualité, elle est de plus en plus forte sur ces sujets de transition écologique, elle est de plus en plus locale, à mesure aussi que les collectivités se retrouvent dans une position, on va dire, de relais par rapport au national sur la règle, c'est-à-dire qu'on passe d'un moment où essentiellement les collectivités étaient dans une forme d'incitation à aller vers la transition écologique. Alors c'était les aides à l'achat d'un vélo électrique, etc., les aides à la rénovation énergétique, plutôt sur des aides, plutôt sur de l'incitation. Et on passe de plus en plus sur un registre de contraintes, avec les ZFE bien évidemment, et on y pense tous, parce que je pense qu'on va tous et toutes être amenés à être confrontés à cette question, en tout cas à devoir y travailler, le ZAN, le zéro artificialisation nette, qui va aussi être une contrainte très forte de planification pour le développement des communes. Donc est-ce qu'on doit assumer des choix clivants, ou plutôt est-ce qu'on doit rechercher à tout prix le consentement, l'adhésion, embarquer Delphine nous donnera son point de vue là-dessus. Et puis le quatrième, c'était le rapport à l'administration. Justement en se posant un petit peu la question de est-ce qu'il vaut mieux essayer de prendre son bâton de pèlerin et essayer d'avoir l'approche la plus transversale possible, ou est-ce qu'au contraire il vaut mieux essayer de monter son service, d'avoir un maximum de gens dynamiques et motivés dedans et de mener sa barque dans un service qui soit solide, quoi. Et donc ça pose tout un tas de questions. Est-ce qu'il vaut mieux miser sur le changement culturel des troupes ou passer par des enjeux managériaux? Et puis toujours cette même question, est-ce qu'il vaut mieux être le poil à gratter, ou est-ce que d'une certaine façon il faut essayer d'embarquer de façon discrète pour essayer de faire bouger les lignes, quoi. Ça, c'est des difficultés qui sont quasiment propres à tous les élus locaux, mais à mon avis encore plus prégnants pour les élus à la transition. Et du coup, mon troisième et dernier point, c'est une sorte de mise en perspective, parce que du coup, face à l'ampleur des défis, on a un peu tendance à se dire est-ce que aux prochaines élections municipales, on aura encore des candidats pour aller sur ce poste qui est passionnant, mais somme toute bien compliqué? Et moi, j'ai juste 2 propositions pour essayer de transformer ce mandat d'élu à la transition, en se disant, d'une certaine façon, et si on faisait de l'élu à la transition un élu aux ressources? Alors, je joue évidemment sur l'ambiguïté du terme ressources. Mais le fait de faire de l'élu à la transition un élu aux ressources au pluriel, ce serait, 1, le mettre au même niveau que l'élu aux finances. Je vous le disais tout à l'heure, en période de crise, il y a une forme de recentrement sur le maire, le président et l'élu aux finances. Et donc, si on avait un élu aux ressources, il serait au même niveau que cet élu aux finances et il serait sûr de ne pas être mis sur le banc de touche au moment des discussions d'arbitrage sur l'allocation des ressources budgétaires notamment. Et puis 2, ce serait l'idée de ramener un peu partout où c'est possible la question des ressources finies, le sol, l'eau, l'énergie et aussi l'argent public. Et donc d'avoir une approche un peu transversale de ce que c'est qu'une ressource. On parle beaucoup maintenant de cette question des limites planétaires et de mieux se considérer à l'intérieur des limites planétaires. Ce serait intéressant d'avoir un élu aux ressources qui nous ramène sur cette logique-là avec des trucs très concrets. Enfin, je trouve que la question de l'eau, de l'énergie ou du sol, c'est une bonne façon d'incarner très concrètement la question des ressources, en amenant systématiquement une même réflexion que celui de l'élu aux finances. Que faut-il réduire et comment prendre le temps d'y réfléchir, quoi. La question de l'allocation des ressources. Tout à l'heure, je vous ai un peu creusé la question de l'eau. Il va falloir arrêter de considérer que la gestion de l'eau est une gestion de crise, parce que les sécheresses, on va en avoir de plus en plus, et on voit bien qu'il y a encore plein de territoires où même au mois de décembre, là, il y a encore de la tension sur la ressource en eau qui oppose les agriculteurs, les pêcheurs, l'industrie touristique et les vocations industrielles. Il faut considérer que ce n'est plus de la gestion de crise, mais au contraire une raréfaction de la ressource qui est structurelle, et donc avoir une réflexion sur cette allocation de la ressource qui soit aussi plus négociée, plus ouverte, plus délibérée dans le temps long, quoi. Donc j'aimerais bien qu'on troque l'élu à la transition écologique pour un élu aux ressources ou un élu qui organise les renoncements.
Ça, c'est un peu dans la veine de ce que proposait Bruno Latour. Vous vous en souvenez, un article dans AOC publié à la faveur de la crise Covid qui disait mais est-ce que ce serait pas le bon moment pour se dire qu'est-ce qu'on arrête, qu'est-ce qu'on continue et qu'est-ce qu'on transforme, pour le dire vite, quoi. Et ben justement, on a l'impression que en fait, côté élus locaux, pour tout un tas de raisons et d'injonctions qui leur sont imposées, les élus locaux sont amenés très souvent à proposer des nouveaux projets, des nouvelles actions. Justement parce qu'on dit bien, je suis élu sur la base d'un programme et ce programme, c'est bien la promesse d'une transformation. Et nous, on s'est dit, mais est-ce qu'il faudrait pas qu'au sein de l'équipe, pour faire un peu contrepoids à cette logique de nouveaux projets, nouvelles actions, etc., on n'aurait pas besoin d'un élu qui soit l'élu au renoncement et qui, du coup, plutôt organise de façon posée, justement pas en période de crise, mais plutôt de façon anticipée et réflexive, cette idée des renoncements. Et donc, ça permettrait deux choses. Un, de troquer le mythe des éco-gestes individuels et la focalisation sur la prise individuelle ou les changements de comportement pour des renoncements plus collectifs. Est-ce qu'on est capable de renoncer à la piscine tel jour de la semaine? Est-ce qu'on est capable de renoncer collectivement à telle ou telle pratique pour en faire plutôt justement un enjeu collectif? Et puis c'est aussi une façon, comme je le disais, de se dire on sort d'une logique d'urgence pour mieux accompagner collectivement des renoncements dont on sait que certains vont avoir lieu, quoi. Enfin, on n'est plus vraiment dans le moment dans lequel on se dit mais a-t-on encore le choix? On sait qu'il va falloir faire des choix, et pour que ça mette le moins en péril les plus vulnérables, pour que ça mette le moins en péril la cohésion sociale, il va falloir en faire des discussions collectives, des délibérations collectives, et que ce soit le plus négocié possible dans le temps long. Et moi, j'aimerais bien que ce soit le défi. Alors, je dis pas que c'est simple, hein, ça résout pas le problème de mission impossible, mais je trouve que c'est en tout cas un beau défi pour ces élus à la transition. Super. Est-ce que ça donne encore plus la tête qui tourne ou finalement je m'en vais. Merci. Ouais, merci. On a plein de matières. On a beaucoup de matières pour réfléchir et on va revenir sur ces questions élus aux ressources, élus au renoncement. Il y a au moins un autre élu dans la salle, donc on va pouvoir en discuter. En tout cas, Delphine Person, merci beaucoup d'avoir bravé avec les plaisir. Intempéries et les embouteillages pour être avec nous. Oui, je suis pas vraiment habituée à prendre ma voiture le matin. Je ne savais pas que c'était une galère pareille, mais alors pour tout vous dire, je dois aller dans un autre coin de la région parisienne après, donc en fait, j'avais pas le choix. Sinon, j'aurais bien pris mon RER. Mais là, c'était un peu compliqué, je vous avoue. Mais je suis ravie d'être avec vous. Voilà, donc on a expliqué des formations, on a évoqué le groupe de pairs, et donc je vous ai présenté. D'accord. Et la question, c'est pour vous, mission impossible, être élu à la transition dans la ville de Palaiseau, dans l'Essonne, 33 000 habitants, mi-mandat. Il y en a un petit peu plus d'habitants, mais okay. Même plus à 38 maintenant qu'à 33. Je vais peut-être commencer par vous dire, effectivement, vous savez que je suis élue à la transition écologique à la ville de Palaiseau, mais peut-être que je suis pas là pour parler qu'en mon nom. Et alors je le dis pour deux raisons. À la fois pour rendre justice à tout le travail qui a été fait avec tous mes collègues élus à la transition écologique, notamment avec Manon dans ce groupe de pairs dans lequel on a travaillé. Et peut-être pour une autre raison aussi, c'est-à-dire je ne voudrais pas que vous croyiez que seul l'élu à la transition écologique de la ville de Palaiseau a des difficultés en France. Sinon mon maire m'en voudrait énormément. Et vous comprenez, mais ça pose déjà question en fait, c'est-à-dire que par exemple ce groupe de pairs, je pense qu'il a très bien fonctionné et on a tous été capables de dire les verrous, les leviers également qu'on avait. Mais les difficultés, c'est toujours plus difficile de les dire et surtout de les admettre en politique et surtout face à des gens qui sont vos opposants et donc évidemment qui peuvent en faire une arme contre vous. Donc pour ces deux raisons, je ne dis pas forcément, je vais partager mon expérience, mais aussi celle de mes collègues et donc tout ce qui était un petit peu ressorti de ce groupe de pairs. Pour ça, je vais prendre les 4 thématiques qui ont été évoquées par Manon. Alors d'abord, effectivement, il y a ce fameux rapport au temps. Le rapport au temps, pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rend compte au début d'un mandat. Alors moi, je suis
jeune dans le sens c'est la première fois que j'ai été élue, donc depuis 3 ans. Et quand on voit un mandat de 6 ans devant soi, on se dit que c'est long. Bon, ça l'est absolument pas, surtout dans des problématiques telles que la transition écologique, qui souvent nécessitent en fait des projets qui sont à la fois longs et coûteux. Donc il nous faut énormément de temps pour gérer tout ça. Et surtout, il faut faire appel à énormément de services. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'effectivement, les services ont besoin de répondre aux problématiques quotidiennes des gens, qui sont des problèmes à extrêmement court terme, mais vraiment du jour le jour. Et donc finalement, c'est pour ça qu'ils sont habitués à travailler essentiellement en silo et service par service, parce qu'ils doivent répondre à une demande, et ceci très très vite. Et en fait, c'est un peu moi ce que je leur ai demandé en arrivant, et je me rendais pas toujours compte en fait que je leur demandais quelque chose de très nouveau, c'était justement de travailler en mode projet, ce qui était peut-être en plus mon mode de fonctionnement de base. Et en arrivant dans une collectivité, finalement, ce n'est pas aisé de développer ce mode projet. Et ceci pour plusieurs raisons. Tout simplement déjà parce qu'ils n'y sont pas habitués. Beaucoup de services en fait travaillent séparément, et donc finalement les réunir autour d'une table, c'est toujours un peu compliqué. Alors, j'étais assez contente, il y a pas très longtemps, on a fait une réunion, on est en train de monter un projet sur on a développé ce qu'on appelle un plan parc et jardin. Alors au départ, c'est une idée toute bête, c'est de se dire on souhaiterait un jardin ou un parc à moins de 10 minutes de chaque habitation à Palaiseau. Puis je me disais que c'était quand même un petit peu léger comme ambition. Et donc finalement, c'est devenu un maillage vert de l'ensemble de la ville. C'est-à-dire non seulement on y met des parcs et des jardins, mais ces parcs et ces jardins doivent être reliés par notamment des mobilités douces. Mobilité douce pour nous, et puis penser biodiversité, micro-réservoir de biodiversité, de façon aussi à faire un maillage pour la faune urbaine. Et donc on développe un projet dans un parc qui s'appelle le parc Flaubert, et on s'est associé pour ça à une association qui s'appelle la Haie Magique. La haie magique, en fait, leur but est de planter des haies diversifiées qui sont assez propices à la faune, et ils le font toujours de façon participative. C'est-à-dire que ils implantent pas juste des arbustes et après on laisse pousser, on entretient, le service espace vert entretient la haie. Non, ce sont les habitants qui vont venir planter avec eux et qui vont suivre en fait l'évolution de ces haies. Et ce monsieur qui était responsable, qui est président de l'association de la Haie Magique, me dit: Delphine, tu as fait un tour de force dans la même pièce. Tu as donc mis les services techniques, finalement, qui d'habitude s'occupaient de refaire un parc et de le remettre à neuf, si je puis dire. Mais il y avait aussi, par exemple, la vie locale qui était là, la vie locale qui en fait gère toutes les structures de type maison de quartier. Et c'est grâce à eux qu'on va réussir à aller au plus près de la population et à embarquer en fait la population. Donc ce type de mode projet était quand même vraiment pas évident. Alors on voit encore que ce service, alors je prends 2 services qui sont très très différents, les services techniques et le service vie locale, la culture de base est vraiment pas la même, et les faire travailler ensemble, ça demande un petit peu de temps, et ça demande de développer une culture, en fait, une culture qui soit commune en fait entre ces différents services. Et je dirais peut-être aussi que ce qui rend un petit peu compliqué cette logique de mode projet, c'est qu'on n'a pas toujours toutes les compétences en interne, parce que ça demande énormément de compétences, il y a énormément de réglementation, tu en parlais tout à l'heure Manon, et un certain nombre de mes collègues disaient finalement on est perdu. On est à la fois perdu parce qu'il y a trop de réglementation, mais parfois on est aussi perdu parce qu'on a trop d'experts à notre disposition. Alors on voit bien qu'il y a 2 problématiques différentes entre les petites et les plus grosses communes. Il y avait certains élus qui étaient dans ce petit groupe de pairs, qui sont des élus qui n'ont quasi pas de service en fait dans leur commune, et ils se retrouvent un peu à tout faire en fait. Ils font service, ils font élus, et donc évidemment ils n'ont pas des compétences en tout, et donc doivent faire appel à des experts externes. Mais en fait, évidemment, un expert a quand même une opinion qui est bien sûr subjective, et donc si on fait appel à un expert puis à un autre, et bien finalement le deuxième dit le contraire du premier, et donc quelquefois les élus peuvent être un peu perdus dans ce domaine. Tu parlais aussi, Manon, du rapport à l'administration. Alors effectivement, déjà je pense que la première difficulté c'est peut-être de nommer
ma délégation. Je suis pas vraiment fan, je vous avoue, de ce terme de transition écologique. Alors je le comprends, mais je ne trouve pas qu'il soit très lisible pour la population. Parfois, ils se demandent un petit peu, enfin maintenant un petit peu moins parce qu'ils me voient quand même beaucoup, mais en début de mandat, ils se demandaient un petit peu qu'est-ce que j'allais faire. Et finalement, trouver le bon terme pour appeler la transition écologique, il n'y a pas vraiment de terme miracle. On s'enferme très rapidement dans un des domaines en fait de la transition écologique. Et vous voyez, il y avait des petits questionnements très très simples d'une commune à l'autre. Tu le disais tout à l'heure, est-ce qu'on essaye de faire un service un peu transversal ou au contraire un espèce de service coup de poing? Donc je ne sais pas quelle est la bonne solution. En tout cas, les communes ont opté pour des solutions très différentes et même géographiquement. C'est assez intéressant de voir où se trouve le service transition écologique, le chargé de mission ou les chargés de mission transition écologique. Parfois, ils sont au centre technique. Le centre technique, c'est pas dans la mairie. Enfin, c'est souvent un petit peu éloigné de la mairie, et donc c'est éloigné de la décision. Et donc finalement, nous, vous voyez par exemple à Palaiseau, alors c'est pas éloigné du tout, puisque la transition écologique, elle est avec juste à côté du cabinet entre le cabinet du maire et la direction générale. Donc au contraire, on est au plus près de la décision. Mais ne serait-ce que ce point de vue géographique finalement de où se situe ce service dans la mairie, ça peut donner quelque chose de vraiment important. Pour ce qui est du travail en transversalité, en tout cas avec tous ces services, donc je disais tout à l'heure, ils ont l'habitude de travailler en silo. Il y a quand même quelque chose, je crois aussi, qu'il ne faut pas nier. Nous sommes humains et nous avons des égos. Des égos et parfois peut-être un petit peu des précarés également. Et donc finalement, l'élu à la transition écologique, quelquefois, elle a aussi... Je suis désolée, je dis elle... Ouais, c'est ça. Il ou elle doit aussi permettre de vaincre un petit peu ces égos, que ça soit du côté des élus ou que ça soit du côté des services. Parce qu'effectivement, avant, on n'avait pas l'habitude de ce nouvel élu qui allait arriver et qui finalement allait travailler sur les mêmes problématiques, mais parfois avec un autre angle. Et donc finalement, et effectivement, j'ai entendu certains de mes collègues me dire, mais finalement, tu travailles sur tous les projets de la mairie. Beaucoup. C'est normal. Et donc effectivement, certains de mes collègues élus disaient pendant le groupe de pairs, parfois il est difficile de se sentir dépositaire du changement au sein de l'équipe. Alors moi, je le ressens pas à ce point-là, mais c'est plus de ressentir que les autres ressentent notre présence dans beaucoup de domaines. Parfois, c'est un petit peu difficile à vivre. Et on s'est rendu compte aussi, tout à l'heure, tu parlais de l'élu aux finances et de sa place comme élu ressources. Alors moi aussi, je pense que c'est très important en fait que l'élu à la transition écologique joue ce rôle d'élu ressources. Mais pour ça, il faut lui donner des outils. On sait très bien, par exemple, chaque année, on construit un budget, tous les élus, les services construisent un budget avec des services ressources, le service ressources humaines, le service finances, etc. Et en fait, comment on peut faire pour qu'il fasse la même chose avec l'élu à la transition écologique? Alors, à mon sens, il faut des indicateurs. Il faut des choses un petit peu quantitatives pour permettre aux différents services de se positionner vis-à-vis de la transition écologique. Ça a été une grande étape. On a fait un plan de transition écologique à Palaiseau. Alors bien sûr, il y a tout un tas de mesures suivant les différentes thématiques de la transition écologique, mais il était important de suivre ce plan de transition écologique et donc de développer des indicateurs. Mais très vite, on tombe dans un écueil qui est de construire une espèce d'usine à gaz extrêmement compliquée. Et finalement, on rajoute encore une contrainte au service, ce qui n'est pas du tout le but, parce qu'il y a rien de tel pour les faire freiner des cas de fer. Donc c'est vrai qu'on a un grand tableau avec plein d'indicateurs que la chargée de mission à la transition écologique manage. Elle va chercher les informations dans tous les services. Mais on a aussi fait des indicateurs qui sont beaucoup plus simples. On s'est dit, allez, on en prend, je crois qu'on en a pris 16. Alors, il y a des indicateurs de transition écologique et moi, je tenais particulièrement à ce qu'il y ait des indicateurs de résilience en même temps que ces indicateurs de transition écologique qui peuvent être à la fois quantitatifs ou qualitatifs, mais ils sont pas nombreux. Ils sont 16. Et comme ça, on se dit, tous les services peuvent un petit peu se les approprier. Alors,
ça me fait penser à une autre chose et un questionnement. On n'est pas allé d'ailleurs complètement jusqu'au bout dans ce groupe de pairs. Moi, c'est un questionnement que j'ai toujours. Il y a un autre indicateur dont on parle beaucoup, qui est encore assez peu usité au niveau des communes, un peu plus au niveau des intercommunalités ou des villes un petit peu plus importantes, qui sont ces fameux budgets verts. Et effectivement, on s'est rendu compte au niveau des élus qu'on avait des retours assez différents. Alors, le budget, pour un élu, c'est souvent quand même le nerf de la guerre. Enfin, pour beaucoup de choses, c'est le nerf de la guerre. Et effectivement, il est difficile de mener à bien ces projets sans budget. Mais peut-être que c'est aussi une manière de quantifier, d'objectiver le travail que l'on peut faire au quotidien. Et cependant, j'étais assez d'accord, c'était une de nos collègues d'une petite ville qui l'avait dit. Finalement, elle disait... oui, mais il y a tout un tas de choses que l'on fait au quotidien et qui sont pas quantifiables financièrement parlant. Donc effectivement, peut-être que c'est une piste, mais elle ne suffit pas. Certainement pas. Alors, quand même, je parlais d'indicateurs. Les indicateurs, ce que l'on voulait aussi dans ce plan de transition écologique, c'est que ces indicateurs, ils puissent parler certes aux services, qui les remplissent quand même, mais aussi à la population. Et peut-être que ce qui revenait très souvent aussi entre nous, entre élus, c'est de se dire on veut embarquer. On veut embarquer et on veut aussi un petit peu justifier de ce qu'on fait et montrer à la population qu'on avance, malgré le fait qu'on ait des projets qui quelquefois sont un peu longs. Réussir à donner quelques indicateurs pour dire voilà là où on en est. Comment on a avancé. Et pour ça, il faut des indicateurs qui est trait en fait à la vie quotidienne des gens et non pas des indicateurs qui soient extrêmement compliqués. Alors pour ce qui est de faire avancer tout ça, peut-être que une des préoccupations qui revenait le plus, c'était embarquer la population. Et on s'est rendu compte que finalement, pour embarquer la population, la première chose qu'il faut faire, mais je crois l'avoir appris assez rapidement, malgré le fait que la politique soit pas mon métier, c'est qu'il faut écouter essentiellement. On peut être un petit peu frustré. Vous voyez, nous, quand on a lancé qu'on a voulu créer le plan de transition écologique, on l'a assorti d'assises de la transition écologique. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot assise ? Donc, il fallait à la fois multiplier les formats en fait de façon à essayer de toucher un maximum de population. Parce que souvent, alors c'est très bien la démocratie participative, mais parfois on est un petit peu frustré. On est un peu frustré de toucher toujours les mêmes publics. Mon maire en sait quelque chose parce que alors que je n'étais même pas candidate et pas du tout sur sa liste, j'avais pris la parole lors d'un de ces forums en disant mais comment on fait pour toucher ces gens qui ne viennent jamais vers la transition écologique. Et finalement, si on continue à faire de l'entre-soi, on ne fera jamais avancer les choses. Donc multiplier les formats, ça nous permet de vaincre un petit peu le problème. Nous, par exemple, on faisait à la fois des forums ouverts, c'est-à-dire on prenait une thématique, par exemple comme l'alimentation, tout le monde y était convié, mais finalement c'est une réunion publique et on sait très bien que dans une réunion publique, il y a des tas de gens qui vont se censurer et qui vont pas venir. On a doublé ça d'un panel citoyen qu'on a décidé de tirer au sort. Là aussi, alors il faut choisir un certain nombre de critères. On ne pouvait pas être totalement représentatif, ce n'est pas notre métier, mais au moins représenter les différents quartiers de la ville, différentes tranches d'âge, des hommes, des femmes et différents niveaux socio-professionnels dans la ville. Et c'était super intéressant, en fait, ce panel. Moi, j'ai adoré travailler avec eux pendant 1 an. On s'est réunis à peu près toutes les 3 semaines, tous les mois, en parlant donc sur ces thématiques. Et en fait, c'était extrêmement concret. Et même pour eux, c'était très concret. Parce que finalement, on se rend compte que, effectivement, ces questions de transition écologique, elles peuvent être clivantes. Et pourquoi elles sont clivantes ? Parce que chacun ramène ça à soi et à sa petite problématique ah ben oui, mais alors bon, prenons un exemple. Tu parlais de la zéro artificialisation nette. Ok. Donc ça veut dire quand même qu'on a besoin de logements, donc il faut construire, mais en même temps, il faut pas bétonner de sol. Ah, donc qu'est-ce qu'on fait ? On monte en hauteur ? Oui, mais la personne qui habite en face, elle a peut-être pas spécialement envie d'avoir un immeuble de grande hauteur juste devant chez elle. Et même certains, en fait, moi je vois à Palaiseau. Palaiseau, c'est une ville. Alors moi j'y habite depuis 20 ans. C'est souvent ils appellent ça la ville à la campagne. C'est-à-dire que effectivement, on a plein de campagnes à côté, mais c'est quand même très urbain. Et les gens du coup tiennent énormément à leur mentalité de village.
Et donc dès qu'on voit une seule construction, c'est des montées de boucliers tout de suite. Et là, il y avait des habitants récents de la ville qui disaient « Mais oui, mais en fait, si vraiment si on n'avait rien construit, en fait, moi, je pouvais même pas habiter ici. » Et en fait, le fait que les gens se rencontrent, déjà, c'était une bonne chose parce que on peut entendre des critiques. Bien sûr, il faut les écouter. Mais il faut vraiment voir si elles sont représentatives de toute la population ou en fait si c'est toujours le même groupe qui est en train de s'exprimer dans la population. Nous, typiquement, vous voyez, on a mis en place une mesure, c'était cet été, qu'on a généralisé les contresens cyclables dans le centre-ville. Et en fait, dans un premier temps, je pense que les habitants pouvaient se dire « Ah, mais tout le monde est contre !» Parce qu'effectivement, ceux qu'on entendait le plus, c'est ceux qui étaient contre. Et en fait, quand on regarde le nombre de courriers qu'on a reçus en mairie, on en a reçu 12 en tout, et on a reçu à peu près 6 pour et 6 contre. Et donc finalement, non, il n'y a pas vraiment plus de gens pour ou de gens contre, c'est tout simplement une habitude, et on est là encore humain, et bien sûr c'est difficile de changer une habitude. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On se dit... On fait un test, et bien sûr, peut-être dans certaines rues, ce n'est pas approprié, ou il faut changer l'aménagement. Donc on peut se dire, on essaye, les habitants nous font une remontée, et en fonction de leur remontée, on pourra soit supprimer le contresens à un endroit, soit créer un aménagement qui permette de faire en sorte qu'on partage aisément l'espace public entre nous. Vous voyez, on avait aussi, on a un comité vélo depuis plusieurs années, et on a relancé il y a quelques mois un comité pédestre. Et en fait, au début, dans ce comité pédestre, on avait essentiellement des associations de randonneurs qui venaient. Et j'expliquais, je disais, mais moi, je voudrais pas que des randonneurs. Je veux bien qu'on travaille sur les sentiers de randonnée, mais je voudrais aussi qu'on travaille sur le partage de l'espace public aussi avec les piétons. Et notamment, on essaye maintenant de faire des rencontres entre le comité vélo et ces gens qui sont plus préoccupés par le côté pédestre. Et c'est plutôt intéressant, plutôt que d'essayer de les monter les uns contre les autres en se disant, vous voyez, on a fait une piste cyclable, du coup, on est obligé de faire un trottoir petit. Hein. Et donc, en fait, c'est juste essayer de créer un conflit entre des populations, alors que finalement, en essayant de les regrouper, chacun fait une part du chemin et on comprend bien. Alors nous, comme je vous disais, on est le centre de la ville à Palaiseau, c'est un ancien village, donc les routes ne sont pas des boulevards. Et donc effectivement, il va falloir faire avec la place qu'on a. Donc effectivement, je sais que l'idéal serait d'avoir un trottoir large, plat, pour que les poussettes puissent passer, puis ensuite de faire des aménagements cyclables séparés de la chaussée, puis ensuite d'avoir une route à double sens. Oui, c'est pas possible partout. Donc il faut juste partager, mais c'est bien en mettant les gens dans la même pièce et en les faisant discuter qu'ils se rendent compte de l'altérité de l'autre et que finalement ils ont bien envie de partager et essayer de bien vivre ensemble. Et finalement, c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est aussi votre méthode pour dépasser les contraintes et aller vers plus d'acceptabilité, plus de consensus. Mais on est avec les habitants, avec l'ensemble de la société civile. Tout à fait. Parce que effectivement, la plupart des mesures de base sont des mesures de changement. Donc elles peuvent forcément, elles dérangeront quelqu'un, en fait. Et il ne faut pas que écouter ce quelqu'un. Il ne faut pas. Alors, et typiquement, par exemple, sur le vélo, il y a vraiment des gens qui se déplacent en vélo tous les jours, donc ils voudraient des pistes cyclables absolument partout. Il y a au contraire des gens qui disent ah non, mais vous voulez chasser la voiture. Alors en fait, nous on est une ville de grande couronne, donc chasser la voiture, c'est un petit peu compliqué aussi. Et finalement, il faut réussir à faire communiquer ces populations-là et à tester. Et quand on fait des tests, alors à la fois on a quand même peut-être que c'est le propre de l'élu, c'est-à-dire à la fois on a une ligne directrice, on a quand même été élu sur un programme, puis ensuite on écoute, on teste, on écoute le retour des différents habitants, et en fonction de ça, on module la décision, mais toujours avec notre ligne de conduite qui était dans le programme de base. Vous voyez, par exemple, sur ce panel citoyen qu'on a rassemblé, il y avait quelque chose qui me tracassait depuis le début. J'y tenais vraiment à ce panel citoyen tiré au sort, et en même temps, c'était à peu près la fin de la convention citoyenne. Et donc je disais, il faut absolument que les règles du jeu soient très très claires lors de ces réunions, et dès le début des réunions du panel citoyen. C'est-à-dire, vous êtes là pour débattre, vous êtes là pour enrichir le débat.
vous n'êtes pas là pour décider. Et peut-être que la phrase paraît un peu cruelle, dite comme ça, mais en fait, le rôle d'un élu, c'est bien de décider et d'avoir une vision, de décider et de s'enrichir de tous les points de vue de la population. Mais je ne crois pas que ça soit une mauvaise chose de le rappeler de temps en temps. Et je crois que c'est parce qu'on a été clair avec les habitants lors de ce panel qu'ils n'ont pas attendu en fait de se dire oui, mais on va faire une liste de mesures et en fait vous les reprenez telles quelles. En fait, jamais on a eu ce genre de conversation. C'est que c'est grâce à leur conversation et à notre programme de base qu'on a réussi à mettre en place un certain nombre de mesures qui ont remporté aussi l'adhésion, bien sûr, de toute l'équipe municipale. Et de la population. Et de la population, tout à fait. Alors, il est 10h, il nous reste une demi-heure. Est-ce que, vous évoquiez les 4 points, est-ce qu'on bien sûr, on avec ouvre plaisir. Tout de suite, oui. Même si on est peu nombreux je pense que ça peut être intéressant d'échanger. Alors, la règle du jeu est très simple. Comme c'est enregistré, je vais vous passer un micro, vous vous présentez et vous posez une question, vous donnez votre avis, voilà, de façon assez brève et synthétique pour qu'on ait le temps d'avoir plusieurs allers-retours. Qui a envie de démarrer ? Moi, j'avais aussi assez envie, peut-être, si je peux me permettre, de vous demander. Alors, vous êtes François Richard, c'est bien ça ? Oui. Et vous êtes élu à Saint-Rémy, les Chevreuses, et vous êtes aussi élu aux Transitions. Oui. Et voilà, donc ce serait bien d'avoir votre point de vue, si vous en êtes d'accord. Merci beaucoup, et merci pour effectivement ce retour d'expérience et cette mise en perspective un petit peu de ce qu'un élu peut rencontrer. J'avoue que dans le diagnostic que Manon a fait, je me retrouve beaucoup, en tout cas il y a beaucoup de ces éléments qu'on rencontre en permanence dans notre activité d'élu, de devoir effectivement combiner ou rendre compatible le court terme, le moyen et le long terme. Je suis dans une situation où le moyen et le long terme disparaît complètement, alors que la transition est peut-être la recherche du renoncement à un certain nombre de choses et la recherche de la limitation des ressources est quelque chose qui doit se raisonner sur plutôt le moyen et le long terme. Et donc ça, c'est effectivement quelque chose de compliqué à vivre. Peut-être une question, alors je ne sais pas si c'est l'objet ici, mais on me rétorque régulièrement que certes, il faut effectivement faire de la transition écologique. C'est maintenant quelque chose qui est partagé par tout le monde, sans qu'obligatoirement la définition qu'il y a derrière soit commune ou soit partagée par tout le monde, mais surtout sans blesser, comment rendre cette transition attractive. On nous dit régulièrement ça, parce qu'effectivement, les élus sont élus parce que ils vont essayer de faire plaisir à leur... Donc, on appelle ça du clientélisme, mais c'est quand même toujours un petit peu ça qui se trouve derrière la tête d'un certain nombre d'élus. Alors que, vous l'avez rappelé, il y a de plus en plus de contraintes réglementaires, il y a aussi, je dirais presque il y a des renoncements qu'il faut effectivement faire passer, et ça, c'est pas quelque chose qui fait plaisir à tout le monde. Donc, comment arrive-t-on à faire passer le message de, finalement, non, on va pas pouvoir faire plaisir à tout le monde, il faut effectivement quelque chose, faire prendre conscience du fait qu'il y a un changement radical, que c'est quelque chose qui peut être considéré par certaines personnes comme brutal, néanmoins, et que même si on est élu et qu'on cherche éventuellement un nouveau mandat un petit peu plus tard, il faut aussi quand même passer par là. Tu veux commencer ? Y compris poser la question du renoncement, qui est une question pas simple, peut-être. C'est une très bonne question, et effectivement, je pense que quand on n'est pas élu, on peut avoir tendance à oublier cet aspect-là, de comment rendre attractif, comment on donne envie. C'est pour ça que je suis terminée sur cette question aussi de cohésion sociale, quoi. Comment on fait en sorte que tout ça ne se fracture pas à l'aune de la crise écologique, quoi. Alors, sur le comment rendre désirable, moi j'aurais tendance à penser qu'on n'en est plus trop là et que quand même l'été l'a montré, l'hiver le montre. Enfin, d'une certaine façon, le climat fait le boulot à notre place, au sens où franchement, c'est vrai qu'il y a 3 ans, on parlait encore du réchauffement climatique comme quelque chose d'abstrait.
uniquement à la faveur quand même des rapports du GIEC, mais avec des projections scientifiques, avec des rapports d'experts. Maintenant, on le vit dans nos chairs, et donc j'ai l'impression que d'une certaine façon, la démonstration, ou en tout cas la mise à l'agenda, elle est là, quoi. Après, sur cette question de comment est-ce que rendre attractif, je crois qu'on ne pourra y arriver qu'en étant assez sincère sur le fait que ça va être dur, et que par contre, le rôle de l'acteur public est de veiller à ne pas augmenter les vulnérabilités, quoi. Je dis ça pour deux raisons. Dans le Grand Lyon, j'ai à la fois travaillé sur une mission sur la prise en compte des sentiments d'injustice en matière d'action publique, et en disant, mais finalement, il y a des multiplications des sentiments d'injustice, particulièrement sur cette question de la transition, mais d'une certaine façon, c'est une ressource pour l'action publique, parce qu'en fait, l'acteur public est là pour écouter, se rendre attentif, et intégrer ces sentiments d'injustice, qu'ils soient corrélés à des inégalités objectives ou pas, mais de leur faire une place dans la façon dont on raconte l'action publique. Je ne sais pas si c'est clair, mais les sentiments d'injustice ne sont pas toujours corrélés aux inégalités objectives. On a des sentiments d'injustice qui explosent sur tout, partout, notamment via les réseaux sociaux. Quand ils sont corrélés à une inégalité objective, on les voit apparaître dans nos indicateurs, parce que les collectivités ont tout ce qu'il faut comme indicateur pour aller regarder le creusement des inégalités. En revanche, le subjectif n'a pas sa place dans le fonctionnement de l'action publique. Alors autant vous, en tant qu'élu, vous n'entendez que ça, et vos oreilles sont remplies quotidiennement par des sentiments d'injustice ou des prises de position subjectives. Mais du coup, tout notre travail, c'était de dire comment on fait en sorte de leur donner une place aussi dans les schémas, dans les discours, dans la façon dont on gère l'action publique. Et donc, moi, j'ai l'impression que une façon de rendre l'action publique en période de crise climatique désirable, c'est de dire on fera attention aux plus vulnérables et on fera attention à ce que cette crise n'augmente pas ni les inégalités objectives, ni les sentiments d'injustice subjectifs, quoi. Et je dis ça aussi par rapport à une autre mission sur l'eau, sur laquelle je travaillais dans le Grand Lyon, où justement, pendant les discussions, les élus étaient quand même assez friands de cette idée de la désirabilité. C'est une démarche qui s'appelle Eau Future, qui a été menée dans le Grand Lyon, et tout l'objectif de Eau Future, c'était de dire comment on produit des récits désirables sur notre rapport à l'eau demain, en contexte de raréfaction de la ressource. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait des a priori sur ce qui était désirable. Exemple, dans cet exécutif du Grand Lyon, les élus anticipaient une sorte de ras-le-bol généralisé des éco-gestes, en disant le récit désirable, c'est clairement pas de dire aux gens de continuer de faire des efforts individuels. Et en fait, on s'est rendu compte, en allant voir quand même 8000 personnes, dans des écoles, dans des EHPAD, dans des centres sociaux, etc., que les éco-gestes, en partie, faisaient partie du récit désirable. Parce que c'était une forme de pouvoir d'agir, de capacité à reprendre la main sur un futur qui nous dépasse, etc. Donc c'est aussi de se dire, je crois qu'il n'y a pas de recette miracle, qu'en partie, nos colères font partie du récit désirable, que pour moi, en tout cas, un récit désirable n'est pas un récit consensuel qui ferait l'impasse sur les colères et les sentiments d'injustice, et qu'en partie, on a des préjugés sur ce que c'est que la désirabilité du récit, alors qu'en fait, moi, par exemple, je pensais effectivement que les éco-gestes, c'était, ça pouvait mettre en colère. En fait, la plupart des enfants, des personnes âgées ou des gens qu'on allait voir dans les centres sociaux nous ont dit, ne nous enlevez pas ça, parce qu'en fait, sinon, on pourra plus agir, quoi. Et donc, voilà, c'est des bribes. J'ai envie de rebondir sur tous les termes. Moi, je reprendrais peut-être le premier, renoncement. Alors, c'est peut-être une conviction personnelle. Je ne crois pas qu'avec un tel mot, on puisse rendre la transition écologique attirante. Sauf si on a déjà un parti pris. Et en fait, la plupart de nos habitants, alors vraiment, moi, je suis élue dans une ville, donc c'est-à-dire au plus près des habitants. Ce qui les intéresse, c'est leur cadre de vie, et c'est le cadre de vie de leurs enfants. Et en fait, je crois que c'est ça qui rend désirable la transition écologique. Si on leur parle de privation, de crise et de renoncement, forcément, on vend pas du rêve et on va pas embarquer les gens avec nous. Alors que oui, bien sûr, je suis consciente que les ressources planétaires sont limitées, mais je vais pas. Ce discours-là n'a, presque aucun sens dans la rue quand je suis à Palaiseau, sauf avec des publics qui sont extrêmement déjà concernés par cette question-là.
En revanche, s'ils vivent par exemple comme cet été une période de grande sécheresse, où ils se rendent compte qu'effectivement il y a des réglementations, on leur interdit d'arroser le jardin, ils ont des plantes qui meurent, ils voient les différents incendies en France, là ça devient palpable. Et en revanche là quand on leur dit vous comprenez, par exemple, suspendre des jardinières qu'il va falloir arroser toute la journée. Dans ce contexte-là, en fait, ils le comprennent. Ça ne veut pas dire que ce sera plus moche. Ça veut juste dire que ça sera différent. Et donc, en fait, qu'il faut s'adapter. On voit qu'il y a tout un tas d'a priori. Alors, les espaces verts, notamment, c'est absolument terrible. On a des codes. Et en fait, ces codes, il faut juste essayer de les modifier. Mais ça ne voudra pas dire que ça sera moins bien. C'est pour ça que ce mot renoncement, moi, il me gêne un petit peu. Parce que forcément, renoncement, les gens pensent à privation et ils pensent à une détérioration de leur cadre de vie. Et donc, je crois pas que ça soit là-dessus que moi en tout cas j'insisterai. Je dirais alors autant je suis complètement d'accord avec toi de dire que on va réussir à construire un monde où justement les inégalités ne vont pas se creuser. Ça peut parler. Il faut pas forcément le dire comme ça quand on va voir les habitants. Mais typiquement dans certains quartiers, je peux pas leur servir un discours sur le réchauffement climatique. Enfin, excusez-moi, je voudrais pas choquer, mais ces gens-là, je ne peux pas leur parler de l'avenir de la planète. Enfin, franchement, c'est presque indécent de leur parler de l'avenir de la planète. Ce qui est important, c'est l'avenir d'eux, de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Et en fait, il faut que je reste à un niveau qui soit extrêmement pragmatique et non pas faire un discours trop théoricien, en fait. Et c'est la question du vocabulaire, on y revient, mais elle est d'une importance absolument cruciale. Et on voit bien que d'une certaine manière, on est piégé par les mots. Je suis pas étymologiste, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le terme renoncement en termes de vocabulaire? Ça renvoie sans doute à une idéologie religieuse. Enfin bon. Et du coup, on voit aussi, tu l'évoquais Manon, la question du récit, de construire un récit qui donne envie et de travailler sur le vocabulaire. C'est essentiel parce qu'il nous manque les mots. Le mot transition, on en a discuté entre nous dans l'équipe des formations. On se disait, mais le terme transition, il nous va pas parce que, ok, il a le mérite d'inscrire les choses dans un processus et dans la question de la temporalité. Donc là, c'est intéressant. Mais quand même, on n'en est plus là. Mais sauf que de quoi on parle et par quoi on le remplace. Et peut-être qu'il faudrait faire bosser des artistes... des écrivains, en tout cas se mettre à phosphorer pour construire ce récit. Ce que vous dites, c'est... Alors, typiquement, on a essayé de faire cet exercice-là. C'est-à-dire que quand on a élaboré, par exemple, le plan de transition écologique à Palaiseau, alors c'est un gros document un peu techno, quoi, qui est pas très, très sexy. Et en fait, on en a fait un deuxième document qui est... alors, là, c'est pareil, vous voyez, les mots, j'arrive pas à trouver le bon mot. Je sais que moi, dans mon métier, je suis professeur, on dit un lycée à hauteur d'élèves et à leur hauteur, j'ai l'impression que c'est très présomptueux, l'impression qu'on se rabaisse. Et là, mais ça, c'était la même volonté sur ce document, c'était à hauteur d'habitants, c'est-à-dire avec un langage qui est compréhensible par tous et non pas en termes d'intellect, mais en termes de préoccupations quotidiennes. Donc en fait, il a fallu travailler avec des gens dont c'est vraiment le métier, qui travaillent vraiment sur les mots, pour reprendre en fait les mesures que nous avions écrites sans doute trop technocratiquement et pour les libeller de façon différente. Merci. Un tout micro-rebond pour abonder dans ce sens-là, c'est que nous, effectivement, en partie, notre métier, c'est de chercher les bons mots, quoi. Et on en arrive exactement au même constat que le tien, c'est de dire les bons mots sont ceux du vécu. Et du coup, ça me permet aussi de rebondir sur cette histoire de j'irai pas parler du réchauffement climatique dans certains quartiers. Non, mais par contre, dans certains quartiers, la canicule, vu des quartiers, quand on habite dans un quartier dense, en fait, on sait que la canicule c'est plus dur et que pour leurs enfants ça va potentiellement être aussi plus dur. Donc enfin cette question de fin du monde, fin du mois qu'avait amené les gilets jaunes en disant comment est-ce qu'on réconcilie la question du pouvoir d'achat, notamment de la vie bonne aussi dans un cadre de vie dans lequel on peut se payer ce dont on a besoin, etc. et de la fin du monde, là où on le réconcilie c'est en repartant du vécu des crises, quoi. Et on l'a beaucoup fait dans des centres sociaux, nous à Brest. Et franchement, c'était dingue. C'est-à-dire que, oui, fin du monde, les gens accrochaient pas forcément. Mais dès qu'on partait de comment vous avez vécu les épisodes de chaleur, etc., dans vos quartiers, avec des morphologies urbaines hyper denses, etc., et ben, en fait, là, tout le monde peut en parler et le raconter dans sa chair, quoi. Oui,
Et d'où l'importance, enfin, la remarque qui a été faite tout à l'heure sur l'importance de la prise en compte de la subjectivité, effectivement, qui n'est pas prise en compte dans les politiques publiques ou dans l'action publique, et l'importance des indicateurs, ce que vous expliquiez. Martin Aumvert. Merci Brigitte. Martin Mauvert, Institut Paris Région, département Habitat et Société. Alors aujourd'hui, il se trouve qu'on publie à l'Institut le baromètre des Franciliens, qui est une enquête annuelle sur les comportements, les aspirations de la population francilienne. Et cette année, on s'est particulièrement intéressé à la question du rapport au changement climatique. Et par rapport à ce que vous évoquiez à l'instant, effectivement, avec ces canicules, cette tension sur la ressource en eau structurelle, clairement, cet été, on a bien vu que le changement climatique ressortait comme une préoccupation majeure. C'est la deuxième préoccupation la plus citée par les Franciliens dans ce baromètre, juste après le pouvoir d'achat, dans un contexte, ça a été des réponses qui ont été collectées début juillet. Donc le pouvoir d'achat, c'était aussi un sujet d'actualité très très fort. Donc on voit bien que ça s'ancre, et pour autant, ça me semble pas suffisant pour engager l'action. En tout cas, ce que nous apprend cette enquête, c'est que on a quand même encore un besoin de pédagogie. Quand on interroge les gens en leur disant le changement climatique est dû aux activités humaines, que pensez-vous de cette affirmation ? On a encore en Île-de-France plus de la moitié de la population qui n'est pas à 100% d'accord avec ça. C'est-à-dire que la très grande majorité, quasiment 9 sur 10, vont dire on est plutôt d'accord. On a 48%, c'est ce qui est déjà bien, qui disent mais bien sûr on est complètement d'accord, mais on en a toute une frange là où ils sont plutôt d'accord. Et alors moi, nous-mêmes, ça nous a interrogés en interne, parce que quand on a dû analyser les réponses apportées à cette question, formuler un message collectif autour de ces réponses, ça a été créateur de tensions un peu politique, en disant mais on a le choix de voir soit le verre à moitié plein, enfin plus qu'à moitié plein dans ce cas-là, soit à moitié vide. On a fait le choix de le voir plutôt à moitié vide, parce qu'on voit très bien que quand on répond je suis plutôt d'accord, c'est que dans notre cerveau on se laisse la possibilité de continuer ou de pas faire évoluer son mode de vie, parce que dans plutôt d'accord, il y a encore l'espoir qu'on n'y est pas complètement pour quelque chose, quoi. Donc, ça c'est un résultat intéressant. Et juste une dernière chose, parce que lorsque tu parles de la subjectivité, Brigitte, à partir de ce travail, il y a eu des entretiens aussi qui ont été réalisés. On a élaboré 6 profils types de jeunes franciliens. Parce qu'on s'est intéressé en particulier, on avait plus de réponses pour la jeunesse. 6 profils types. Donc, un premier profil, c'est 30% de la jeunesse francilienne, de gens engagés, dont on voit bien qu'ils ont pleinement conscience du phénomène et que dans beaucoup de leurs actions, à la fois individuelles mais aussi collectives, ils s'engagent pour la lutte contre le changement climatique. Et on a des gens qui sont conscients de tout ça, mais qui manifestement dans leur comportement, ça suit pas forcément. Donc là, c'est là que la question du renoncement se pose. Et moi, je suis plutôt d'accord avec vous. On voit très bien dans les entretiens qu'on a fait avec eux que si on l'envisage sous l'angle du renoncement et de la privation, à l'échelle individuelle en tout cas, ça marche pas. Après, je pense que dans ce que vous proposiez, c'était plutôt à l'échelle collective, en termes de stratégie. Qu'est-ce qu'on arbitre, qu'est-ce qu'on conserve, qu'est-ce qu'on avance, et ce qui est pas exactement la même chose. Mais on voit bien qu'à l'échelle individuelle, la carte du renoncement, ça marche pas trop. Et ensuite, on a des profils de personnes qui sont extrêmement contraintes, soit contraintes objectivement dans l'organisation de leur vie quotidienne. Donc, ils perçoivent bien le sujet, mais ils n'ont pas tellement de marge de manœuvre. Donc là, on en vient à ces questions d'aménagement, d'offres de services, de façons différentes d'arbitrer des modalités plus ou moins collectives d'adaptation, de transition. Et enfin, on a une portion de la population qui est sceptique ou qui se sent non concernée. Et là, ça rejoint ce que vous indiquez, c'est que, en fait, par rapport à leurs préoccupations au quotidien, mais le changement climatique, on est à milieu. Pour autant, quand on discute avec eux des problèmes qui se posent dans leur quotidien, on y est. Et là, je rejoins à 100%. Je crois qu'il y a quelque chose à faire autour de la justice, quoi. C'est que la justice, alors c'est pas forcément un discours mobilisateur à l'échelle collectif, parce que certains vous vont dire attendez, en France vous êtes gentils, mais on redistribue déjà beaucoup, etc. Mais par contre, pour travailler localement avec certaines populations et voir les conditions de l'évolution des comportements, la question de la justice, elle est clé. Et elle rejoint celle de l'arbitrage politique. Est-ce que oui. Alors oui, on va croiser plusieurs questions. Vous présentez. Bonjour, alors je me présente Ludovic Mamdi, je suis formateur et consultant sur des questions de transition agricole et alimentaire. Voilà, et je suis partie d'un collectif de Copanam, d'une SCOP, d'une coopérative, et voilà, et on a une agence à l'intérieur d'accompagnement des transitions.
Et donc, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez eu, grosso modo, Delphine, je vous nomme par votre prénom parce que j'ai perdu votre nom. Excusez-moi. Que vous aviez des difficultés par rapport à cette question du zéro artificialisation net qui m'a fait entrevoir que la difficulté d'aller vers cet objectif, vous n'alliez pas pouvoir vraiment y répondre parce qu'il fallait concilier le fait d'accueillir de nouveaux franciliens, sans doute qui viennent de la ville et puis qui viennent plus en banlieue parce que c'est moins cher ou des choses comme ça. Et du coup, vous alliez pas. Alors je me demandais si de pouvoir y arriver, quoi. Enfin, pouvoir arriver à trancher et à dire oui, mais il y a un objectif, il y a une réalité, et c'est pour le ZAN, et c'est pour la biodiversité, et c'est pour le climat, c'est pour les gaz à effet de serre, c'est pour tout qu'en fait. Vous avez parlé des indicateurs. Des indicateurs que vous mettiez en place. Donc, est-ce que vous avez trouvé des indicateurs qui vous permettent justement de pouvoir dire oui, mais vu qu'on veut arriver à 2050 à zéro artificialisation nette, il va falloir qu'on gagne 300 hectares de moins de manger par an, je sais pas quoi. Et est-ce que vous avez arrivé à donner des éléments concrets qui font que les gens ils se disent ah oui, quand même il va falloir. Enfin bon, voilà. Oui, c'est ça. Alors, j'ai pas tout à fait dit qu'on n'y arriverait pas. Je disais que parfois, sur certains sujets, c'est compliqué de concilier en fait les différentes contraintes que l'on a. Des contraintes de grande couronne qui effectivement ont, j'espère, puis c'est assez français d'avoir un devoir d'accueil, je crois. Et d'autre part, cette zéro artificialisation nette. Donc bien sûr, l'idéal est de trouver des endroits où nous avons des friches et où nous pouvons reconstruire, des friches industrielles par exemple, et de reconstruire sur ces friches industrielles. On regarde le pourcentage artificialisé avant, après, on le diminue et ma foi, c'est pas très difficile en fait. Ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est de se dire, parce qu'on n'a pas non plus que des friches industrielles partout, et donc finalement, deux possibilités quand on est en grande couronne, mordre sur les terres agricoles ou trouver des dents creuses à l'intérieur d'une ville où parfois effectivement il y a, alors on va pas dire non plus que c'est des parcs arborés, mais en tout cas il y a de la verdure qui s'est développée. Et donc ce qui est parfois difficile, c'est de se dire, je vais calculer le pourcentage d'artificialisation au sol et essayer en tout cas de le diminuer, même en construisant quelque chose. Évidemment, tout le challenge est bien là. Et pour augmenter, je crois aussi ce côté désartificialisation, c'est essayer de désartificialiser ce qu'il est déjà, notamment au niveau des parkings, au niveau des cours d'école, où on essaye un maximum d'écouter, comme disent les services, et donc ce qui nous permet petit à petit d'atteindre un petit peu tous ces objectifs-là. Donc effectivement, on a bien mis un indicateur du nombre de mètres carrés désartificialisés chaque année, de façon à pouvoir suivre le travail qu'on faisait, et forcément par différents biais. Je pense qu'il est assez illusoire de se dire que nous ne construirons rien en région parisienne dans les années qui viennent. Je veux bien le dire, mais c'est pas vrai. Donc voilà. Mais en revanche, ça fait extrêmement peur aux gens. Et en fait, nous, on a travaillé sur ce panel citoyen. On a été aidés par des consultants. Et effectivement, ils m'avaient parlé d'un projet qui était intéressant dans une ville où, en fait, il y avait c'était une résidence avec des bâtiments de moyenne hauteur, et il y avait toute une partie qui était en jardin partagé. Et en fait, il y avait deux possibilités. Soit construire d'autres immeubles sur ces jardins partagés, soit monter les autres immeubles et donc laisser ces jardins partagés. Et donc, il a fallu faire énormément d'ateliers. Et clairement, au début, dans la population, en fait, il y avait... parce qu'ils faisaient différentes tables avec tous les groupes, c'est-à-dire pas seulement les habitants, mais les promoteurs aussi, parce que mine de rien, on est quand même bien obligé d'écouter aussi, tous les groupes de population. Et donc, finalement, au début, on avait le groupe des promoteurs, on avait le groupe des habitants qui, eux, voulaient garder leur jardin, d'autres qui disaient non, finalement moi ça va me faire de l'ombre, je préfère qu'il n'y ait plus de jardin en bas mais qu'il y ait un petit immeuble. Et donc finalement, à force de discussion, ils ont réussi à trouver un compromis. Alors je crois qu'il reste beaucoup de ces jardins partagés, mais ça veut dire qu'ils ont réussi à faire accepter un peu de hauteur, ce qui est pas facile, même moi comme habitante, je conçois tout à fait que avoir des immeubles qui montent un peu. Alors en plus vraiment, moi je suis dans une village, dès qu'on voit un immeuble qui monte un peu haut, c'est compliqué. Alors à Saint-Rémy, ça doit être, là c'est encore bien plus compliqué. Donc
Donc on y tend, mais ça ne sera pas seulement sur des projets de construction. Il faut le faire, faut attaquer par tous les moyens, c'est-à-dire aussi bien sur les parkings, les écoles et partout où on peut désartificialiser. On a une démarche de végétalisation participative avec les habitants, des citoyens jardiniers comme on les appelle. Et là aussi, on propose à ces citoyens jardiniers, qu'ils soient des particuliers ou des associations ou des petits collectifs, de nous proposer des projets. Et éventuellement, dans ces projets, ils peuvent proposer de la désartificialisation pour créer des jardins et créer des jardins dont ils s'occupent. Parce que l'autre difficulté de la désartificialisation, c'est que on crée mine de rien de plus en plus d'espaces verts. Alors je peux le dire parce que j'en suis souvent la cause, pas les autres, mais mine de rien, il faut les entretenir, ces espaces verts. Et donc finalement, ils ont un travail qui est de plus en plus important. Et donc si on veut, nous tous collectivement habitants, de plus en plus d'espaces verts, il faut aussi y participer. Et c'est une façon d'aller dans cette démarche-là. Et donc, vous faites de la pédagogie, en fait. À partir de ces exemples très concrets, vous nous expliquez comment vous mettez tout le monde autour de la table, vous essayez d'organiser le conflit, en quelque sorte, et de trouver une manière de le dépasser en faisant de la pédagogie. Par rapport à la question, Manon, peut-être par rapport aussi à la question de Martin. J'avais juste deux formes de réponse sur il y a toute une partie des gens qui sont encore perplexes, etc., j'ai presque envie d'être un peu provoque, mais est-ce que c'est grave ? Enfin, on se dit quand même qu'il y a une partie des gens qui seront pas forcément les pionniers de la transition écologique. Il s'avère que effectivement, ils ont d'autres questions de vie. Là, je dis ça parce qu'on travaille avec la 27e région dans un programme avec l'ANCT qui s'appelle Décontracter. Et donc, c'est autour des contrats de ville. Et on se pose la question du gros sujet des futurs contrats de ville, qui est la question de la transition écologique appliquée aux quartiers prioritaires. Franchement, c'est hyper compliqué. Et tous les chargés de mission DSU, donc développement social et urbain, et les délégués du préfet nous disaient franchement, s'il vous plaît, quoi, ils ont pas que ça à penser. Ne venons pas faire des ateliers de sensibilisation sur les éco-gestes alors que ces gens ne peuvent pas se chauffer. Et donc, je pose la question de est-ce que c'est grave au sens où il s'avère que les habitants des quartiers populaires qui sont plus pauvres sont aussi moins émetteurs de CO2. Donc, d'une certaine façon, que ce soit pas les pionniers de la transition écologique, franchement, je pense que c'est pas grave. L'important, c'est de leur faciliter la vie. Et donc, ça, c'était la première chose. Et puis, la deuxième chose sur le renoncement, je parle bien effectivement d'un renoncement collectif avec deux arguments massifs. La première, c'est, rappelez-vous, de la période du Covid, on a su faire un nombre de renoncements collectifs hallucinant. Ok, c'était temporaire, mais n'empêche qu'on a réussi. Et deuxième chose, c'est que dans notre étude sur les sentiments d'injustice pour le Grand Lyon, on a montré que dans, on va dire, la construction des sentiments d'injustice, le premier ferment, c'est la comparaison. On a étudié tous les grands débats qui avaient eu lieu à Lyon. Vous vous souvenez, grand débat de Macron 2020. On a relu toutes les prises de notes et tous les sentiments d'injustice exprimés sont de l'ordre de la comparaison. Pourquoi moi plutôt que lui ? Pourquoi moi avant lui ? Pourquoi, etc., etc. Et donc, si renoncement il y a, et franchement désolé, mais je mets ma main à couper que quand même il va y avoir des renoncements, et on en a eu encore une fois sur l'eau en 2020. C'est venu beaucoup plus vite que ce qu'on croyait en France. Et donc, ces renoncements, ils seront collectifs et à délibérer collectivement. Donc, certes, ça fait pas rêver, mais ça va arriver. Et si on veut que ça arrive, il faudra que ce soit collectif et surtout, effectivement, pas avec une entrée individuelle et de privation. Et ça, je l'entends tout à fait. Après, c'est là la répartition aussi entre le rôle des élus locaux, le rôle de l'État. Quand vous disiez, mais est-ce que vous allez y arriver sur le ZAN ? Bon, en fait, le ZAN, c'est une règle. Elle est européenne, elle est française. Et donc, vous devez négocier, la faire accepter, etc. Mais à un moment donné, on a la chance aussi d'avoir à un certain moment une répartition des rôles entre un État qui dit c'est la règle et il va falloir y arriver, et effectivement en local la capacité à la faire travailler, négocier. La négociation, je pense, c'est vraiment au cœur de votre job. Franchement, c'est hyper difficile, mais c'est tout ça est un enjeu de négociation, quoi. Plutôt que d'acceptabilité ou de désirabilité, j'ai l'impression. On va prendre encore quelques questions. Si je peux dire juste un petit mot. Ça me faisait tellement penser à... Il y a une autre règle qui s'impose à nous, qui s'appelle le décret tertiaire. Et
Et c'est vrai qu'elle peut faire un peu peur. Alors là, c'est peut-être pas forcément aux décret habitants. Tertiaire. Le décret tertiaire, c'est-à-dire qu'on doit... Rénovation énergétique des bureaux. C'est de la rénovation énergétique, une diminution des gaz à effet de serre à hauteur de 40%. Et en fait, donc ça veut dire une rénovation énergétique massive sur les patrimoines communaux. Je ne suis pas sûre qu'on soit tout à fait conscient des finances des communes. Là, c'est pas de l'acceptabilité en termes de population, mais c'est-à-dire que, alors effectivement, il y a une plateforme sur laquelle on a rempli, vous voyez, toutes nos consommations actuelles, et on va comparer ces consommations actuelles avec les consommations en 2040, et donc on doit être beaucoup plus performant. Ça veut dire qu'entre les deux, il faut faire peut-être des éco-gestes, mais ça va pas suffire. Il va falloir faire des travaux et des investissements de masse qui coûtent extrêmement cher. Donc non seulement parfois c'est compliqué pour ces communes de faire ces investissements massifs, et ça veut dire, et là je suis d'accord avec toi, renoncer à autre chose. C'est-à-dire que, et c'est bien le rôle d'un politique effectivement, mais le rôle d'un politique est bien de choisir à un moment, et pas seulement de subir une réglementation nationale. Donc, on se donne encore 5-10 minutes, 10 petites minutes. Julien Nessy. Alors, Neyertz plutôt. Julien. Je t'en prie. Julien Neyertz, donc je suis également consultant en transition des territoires et des organisations. J'avais une petite remarque et puis deux questions. Sur la question du vocabulaire, il y a effectivement le mot transition qui parle pas, mais j'ai envie de dire le mot d'écologie non plus n'est pas forcément compris. En réalité, il reste très abstrait, voire il a mauvaise presse, parce qu'on peut le ressentir effectivement comme quelque chose qui nous est imposé par le haut et qu'on maîtrise pas vraiment, alors que comme vous l'avez très bien dit, les mots du vécu, du quotidien, à partir du moment où on commence à parler d'alimentation, de santé des enfants, de budget pour tous ces éléments-là, effectivement de conditions de vie, de cadre de vie, etc. Là, on a beaucoup plus accès. Et par rapport à ce que vous disiez sur la remarque de ces agents du développement social urbain qui vous disent « ne parlons pas d'écologie », mais en réalité, la vie entière de ces personnes, elle est régie déjà par des enjeux de sobriété, déjà par des enjeux d'économie, déjà par des enjeux de vécu au quotidien, de manière à être en accord avec le vivant autour d'eux. Et avec des éco-gestes qui sont multiples et variés et auxquels la plupart d'entre nous, qui avons peut-être plus de facilité matérielle, ne pensent pas forcément, mais qui sont, par exemple, du recyclage de déchets alimentaires pour en faire des crèmes. Ça existe parce qu'on sait le faire, et c'est là aussi où dans les quartiers populaires, il y a des savoirs qui viennent de très loin ou d'ailleurs, ou etc., qui sont des savoirs intrinsèques de ces personnes pour gérer et générer leur propre écologie. Et je pense que ça, c'est important de le rappeler par rapport à des discours sur les quartiers populaires ne veulent pas d'écologie. Je crois que c'est quelque chose sur lequel il faut... Voilà, c'est très important parce que quand on gratte un peu, on se rend compte qu'il y a énormément d'éco-gestes. Ça, c'est la première remarque. Pardon, je vais trahir. Deux questions. Voilà, deux questions. Dans une collectivité, c'est encore des fonctionnements, vous l'avez dit, très top-down. Et donc, ma question était comment votre édile à Palaiseau et puis peut-être les édiles de vos collègues à la transition, comment ils s'emparent aujourd'hui de ces questions. Est-ce que votre maire il est venu vous chercher parce que vous étiez un petit peu la figure de l'écologie, ou est-ce que c'est porté politiquement en interne, soit par votre maire, soit par son DGS, soit par... Enfin voilà, quelle est aujourd'hui l'imprégnation de ces sujets au plus haut niveau, parce que et du coup, est-ce que vous arrivez à ce que des pratiques plus transversales et plus bottom-up, du coup permettent aussi des modes de fonctionnement différents de la mairie. Et puis, autre question pour Anne-Claire, sur la question de la formation entre pairs et des coopérations entre pairs. Est-ce que vous avez envisager ou tester des formes de visite
ou de voyage d'études pour aller voir ailleurs comment ça se passe. Expérience vécue à la ville de Paris qui a porté ses fruits sur plein de sujets différents. Voilà, du fait d'aller voir dans d'autres contextes qui peuvent être franciliens, mais aussi qui peuvent être dans d'autres régions, voire même dans d'autres pays, comment ça se passe, et qui sont dans une logique un peu de benchmark extrêmement fructueuse pour les élus, tant en termes de formation qu'en termes d'idées derrière avec lesquelles on revient. Je crois qu'il y avait une question, monsieur. Vous présentez, vous posez votre question, et puis après on conclura. Merci. Nicolas Laurent, moi je travaille à la ville de Gennevilliers depuis à peu près 1 an et demi comme coordinateur de transition écologique, donc rattaché à la direction générale, et je monte le petit service commando, donc en l'occurrence, et qui vise à accompagner, à monter en puissance de tous les collègues. Donc moi je me vois comme une fonction ressource, et j'ai la chance de pouvoir accompagner l'installation de mon élu à la transition écologique parce que son prédécesseur a changé de fonction professionnelle et donc a dû rendre son tablier. Et auparavant, j'étais pendant 10 ans à mairie de Saint-Denis sur plutôt des sujets d'aménagement et d'urbanisme, donc en Seine-Saint-Denis. Et j'ai réagi à la fois sur le vocabulaire renoncement et sur la mention qui a été faite au contrat de ville ou plus largement à la question des quartiers populaires. Je comprends bien et je souscris à l'idée qu'il va falloir renoncer, qu'on doit déjà aujourd'hui renoncer à un certain nombre de choses, mais c'est vrai que je suis assez convaincu que le vocabulaire est vraiment important et qu'on a vraiment besoin d'emmener les gens. Là, on est dans des préparations budgétaires, pour parler très concrètement, où il faut faire face à l'inflation, au renchérissement des coûts des opérations liées à des exigences écologiques. Si on me met du matériau biosourcé, en ITE, ça coûte plus cher que du polystyrène, c'est sûr. Et on peut pas appréhender ça avec un état d'esprit de quoi on va se priver, à quoi on va renoncer. On a besoin de le faire, mais on a aussi besoin de se projeter différemment. Et donc, qu'est-ce qu'on va réussir ? Qu'est-ce qu'on va mieux faire ? C'est pas incompatible, mais en termes d'entrée intellectuelle, que ça soit pour notre direction générale ou pour nos élus, je pense que cette posture-là, elle est vraiment déterminante. Parce que sinon, on s'avance vers l'avenir à reculons. Et personne n'a envie de faire ça. Donc je pense que je vous interpelle parce que je pense que vous êtes un média en quelque sorte, mais un relais. Vous transmettez beaucoup d'informations, vous êtes lu et écouté, et donc cette question de vocabulaire, elle est vraiment importante et ça va être compliqué justement de changer la focale, de changer le point de vue. On a besoin de votre aide là-dessus. L'autre chose, c'est sur les quartiers populaires. Rapidement, s'il vous plaît. Ouais, pardon. En fait, tout le monde, habitants des quartiers populaires ou pas, élus, agents, quel que soit le niveau, on a besoin de mieux comprendre ce qu'il se passe. On est finalement très peu outillés. Nos formations intellectuelles, initiales, les médias, jusqu'à il y a très peu de temps, ne parlaient peu ou pas bien des enjeux écologiques en général. Et donc je pense que postuler que les catégories populaires, parce qu'elles sont modestes, finalement, on ne devrait pas leur faire porter la responsabilité, ne veut pas dire qu'on ne doit pas parler du sujet avec elles, ne veut pas dire qu'elles n'ont pas à être intellectuellement mobilisées sur ces sujets, à comprendre que quand on est sur un PRU, pourquoi il y a des enjeux autour de la nature en ville, c'est pas juste pour l'agrément et pour que ce soit plus beau qu'avant. Et je pense que ça les intéresse. Et je déplore que souvent dans nos métiers, dans nos institutions, on croit, on répète et on s'enferme dans l'idée que les gens ne s'intéressent que à ce qui passe sur leur pas de porte, leurs problèmes de stationnement, aux rats, etc., qui sont des vrais sujets du quotidien, qui enveniment les relations sociales et les relations avec l'institution au quotidien, mais qui ne doivent pas occulter le reste. Et je suis convaincu, pour avoir expérimenté, que le reste est dissible, est un sujet de débat et intéresse beaucoup les habitants. Merci beaucoup. Alors Manon, Delphine, qu'est-ce qui commence ? Ça te va si je rebondis sur quartier populaire ? Juste parce qu'effectivement, je pense que j'avais été volontairement provoque en disant est-ce que c'est si grave ? Évidemment que,
Moi, la première, il y a 3 semaines, j'ai fait des ateliers fin du monde, fin du mois dans les centres sociaux des quartiers populaires de Brest, Kérango, Recouvrance, etc. Parce que évidemment, moi, je partage tout ce qui a été dit sur, en gros, pour le dire vite, c'est pas parce que t'es précaire que ça t'intéresse pas ou que t'es pas concerné. Au contraire, et effectivement, tout ce qui a été raconté sur, en fait, les habitants des quartiers sont déjà plus sobres et plus vertueux écologiquement que plein d'habitants de plein d'autres endroits des territoires. On l'a beaucoup évoqué sur plein de registres et notamment très lié à ce que tu as raconté. Et sur le côté aussi, en fait, juste c'est politique et donc il faut pas infantiliser les habitants des quartiers. Au contraire, enfin, c'est éminemment politique, c'est éminemment urgent et donc à discuter. Ce que je voulais juste dire, et j'ai plutôt relayé la parole du groupe décontracté, délégué du préfet et chargé de mission DSU, c'était attention à ne pas en faire une injonction de plus, notamment venue de l'État qui va fixer le cadre des contrats de ville et dans lequel nous, alors que franchement c'est quand même déjà pas facile de travailler dans les quartiers, on va se retrouver avec une injonction un peu hors sol de plus, quoi. Donc ce que je voulais juste dire, c'était plutôt n'allons pas un peu de façon automatique dire il faut mettre écologie partout, c'est pas le sujet, quoi. La question c'est effectivement quelle est la façon dont on a envie de le traiter dans les quartiers. Nous, une de nos intuitions, c'est que l'enjeu, c'est la justice climatique. Et donc, comment est-ce qu'on va relier les questions d'inégalité sociale aux questions d'inégalité climatique? Et donc, comment la justice climatique, de ne pas avoir autant accès à l'eau rafraîchissement, de ne pas avoir autant d'espaces verts, etc., fait qu'il y a des revendications à porter. Alors, c'est pas... Pour moi, c'est désirable de dire il y a des revendications à porter. Pour moi, le désirable n'est pas que l'image projetée qui donne envie à tout le monde. Le désirable, c'est aussi de se dire on va aller voir le bailleur social et on va lui dire que on a besoin autant de mesures à très court terme pour nous aider à nous chauffer que de la rénovation du bâti, rénovation énergétique du bâti à long terme. Ce qui est désirable, c'est d'aller voir l'opérateur de mobilité pour dire attention, vous venez d'enlever 2 arrêts de bus alors que chez nous, en fait, la pratique des mobilités actives du vélo est plus compliquée parce qu'on n'a aucun endroit où stationner, où garer nos vélos et où les mettre en sécurité. Enfin, pour moi, ça, c'est désirable, en fait. C'est des façons de faire passer des messages sur inégalité sociale et justice climatique. Donc, après, on pourra débattre pendant 3 heures sur ce qui est désirable, mais je pense que, en tout cas, de dire qu'une forme de lutte est désirable, moi, j'y crois. Et effectivement, ça, à chacun aussi d'avoir ses propres mots. Je crois pas qu'on doivent avoir une seule et même définition. Et donc, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Encore une fois, c'était ne pas en faire une injonction descendante, mais plutôt essayer de regarder comment ça se traduit vu des quartiers. Évidemment, c'est le sujet central pour les prochaines années, quoi. Delphine ? Je vais peut-être répondre à monsieur, parce qu'il me parlait de l'organisation au sein de la mairie. Alors, moi, je dirais plutôt que j'ai constaté un travail en silo, qui n'est pas vraiment un scoop. En revanche, le côté tout vient d'en haut et descend, non. Et vous voyez, je pense pour une raison assez simple, c'est que, alors ce que je vous ai pas dit, je vous ai dit que j'étais élue à la transition écologique, c'est peut-être pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'en vrai, je suis maire adjointe à la culture et coordinatrice de la transition écologique. C'est-à-dire qu'en fait, on est voilà, et tout est là-dedans. C'est-à-dire on est en fait parmi les adjoints, 6 adjoints coordinateurs, et les adjoints coordinateurs ont tous une tâche transversale. Et donc c'est même pas une question de savoir si ça vient d'en haut ou ça vient d'en bas. En fait, c'est tout à l'horizontale. Et je crois que ça change énormément de choses. Vraiment, vous voyez, ces assises de la transition écologique. On s'est tous sentis embarqués, je pense, parce qu'il y avait à la fois ces forums ouverts pour le grand public, le panel citoyen qui faisait un travail de long terme. Mais il y avait aussi, par exemple, on a organisé, alors ils ont eu la gentillesse de m'y accueillir, des séminaires du CODIR. Bon, normalement, les élus, ils vont pas au séminaire du CODIR. Mais finalement, il y avait l'élu à la transition écologique là qui venait au séminaire de CODIR. On a fait des séminaires également pour former. Vous parliez de formation, et effectivement, à la fois les services, mais aussi les élus, parce qu'après tout, c'est pas notre métier. Nous aussi, on a besoin d'être formés. Et donc, je crois que pour ça, la transition écologique est tellement
de façon inhérente, transversale, que non, ça peut pas juste être une décision qui vient d'en haut. En revanche, moi, peut-être la chance que j'ai, c'est qu'effectivement, vous savez très bien qu'on fait un programme pour être élu, et que un des piliers de ce programme est la transition écologique. Donc forcément, on y met les moyens pour que ça réussisse. C'était une des priorités du mandat. Mais je crois le terme de coordinateur a tout son sens, en fait, quand même. Et je voulais rebondir, je sais que c'est pas pour moi la question, mais quand même, je vais tout à fait dans votre sens sur le côté partage entre élus, visite terrain. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a dit très très souvent, nous, entre élus. Vous voyez, par exemple, des élus du même bassin de vie, on s'est rendu compte, je suis élu communautaire aussi, et finalement, en fait, la communauté d'agglomération n'est pas toujours le lieu où je peux partager avec mes alter ego des autres communes. Et en revanche, on a partagé dans ce groupe de pairs, et ce qu'on voulait, c'était vraiment, non pas toujours parler. Alors, le format en visio est finalement pas mal parce qu'on arrive à se rassembler dans des moments un peu courts, le matin ou le midi, mais on a besoin de visites sur le terrain et de concret. Alors, je vais dire très rapidement pour répondre à ta question, on n'a pas expérimenté de visite vraiment, mais par contre, effectivement, dans toutes les expérimentations, on a vu ce besoin de rencontre entre élus. Et effectivement, l'expérimentation à laquelle j'ai partagé, j'avais été très frappée de voir qu'au sein de l'intercommunalité, en fait, les élus étaient très contents de se parler et que finalement, ils n'avaient pas souvent cette occasion entre communes d'un même territoire. Mais effectivement, on a vu dans l'enquête que la question des visites, elle est importante, mais elle fait pas partie des expés qu'on a testés. Là, il y en a une douzaine, mais ils sont tous très friands de ça. Nicolas ? Entre élus de territoires différents à l'île Saint-Denis et à Yasso. Et juste une remarque pour les questions de... On a publié aussi récemment une note rapide dans le cadre de la révision de la renégociation des contrats de ville, une note rapide qui s'intitule La transition, je ne sais pas si, voilà, à verser au pot commun, qui est un gros travail qu'on a fait, qui s'intitule la transition, une opportunité ou un levier de développement pour les quartiers populaires. Et puis, petit clin d'œil, dernier, un travail plus ancien, une monographie sur la commune de Morcourt, qu'on avait faite en 2011, avec un élu qui s'était retrouvé à la transition écologique, de fait, mais qui était de droit un élu aux finances. Donc, c'était la première fois qu'on voyait ça, c'est-à-dire une prise de conscience. Donc, Joël Tissier, qui est depuis devenu maire de Morcourt, dans les Yvelines. Voilà, et un profil très très intéressant, une très belle monographie que je vous recommande, qui est toujours disponible sur notre site internet. Sur le site internet oui. Aussi, on l'avait fait en partenariat avec le Centre de ressources politiques de la ville. En fait, c'était Nicolas Laruelle de l'Institut Paris Région. Non mais je te présente parce que dans la précipitation, tu avais oublié. Voilà. Et effectivement, on avait fait un petit déj il y a plusieurs années avec le maire de Fontenay sur la question de comment les enjeux de transition pouvaient être aussi un levier pour les quartiers populaires. Et donc ça, vous le trouverez aussi sur le site web. Il y a beaucoup de ressources, ainsi que l'étude que mentionnait Martin, le baromètre là qui sort. Ces jours-ci, et voilà. Et peut-être juste vous dire que ça serait bien que tous ces documents... Alors moi, j'avoue que j'ai découvert l'Institut Paris Région l'année dernière. J'ai eu de la chance, on m'a donné plein d'ouvrages. Et en fait, vous créez des pépites. Il y a vraiment de super outils à cet endroit. Les élus ne les connaissent pas. Il faut que ça arrive jusqu'aux élus. Voilà, juste ça. Merci Delphine. Et c'est vrai qu'on avait dit qu'on évoquerait le sujet, on ne l'a pas fait. Mais on y travaille, parce que vous me disiez, je termine en mettant une petite pique dans notre jardin en quelque sorte, mais c'est bien parce que c'est des contraintes qui nous font avancer aussi. Vous me disiez, il y a chez moi dans la ville de Palaiseau peut-être 80 ou 90% des élus, ils savent que l'Institut existe, mais finalement ils ne savent pas vraiment ce que vous y faites, quoi. Donc voilà, ça nous interpelle aussi sur comment on peut mieux travailler, diffuser. On le fait, mais il faut le faire davantage. Et donc, merci beaucoup à tous et toutes. Merci à toutes les deux. Il y aura un podcast, comme je le disais. On va enchaîner avec une petite vidéo, une petite interview de toutes les deux.
Et donc, voilà, vous trouverez tout ça sur notre site. Et vous êtes aussi dans notre carnet d'adresses, sauf si vous ne le souhaitez pas. Et je vous invite aussi à vous, ceux qui s'intéressent aux travaux de l'Institut, à vous inscrire à la cyclique de l'Institut. C'est une news hebdo que vous recevez toutes les semaines et c'est vraiment pratique pour être informé de nos travaux. Voilà, merci beaucoup. Merci.